J'ai un enfant et donc cet enfant fait que je dois rester à la maison. Et je me dis, ce serait bien de faire une petite activité à côté, au lieu de jouer aux jeux vidéo et tout ça. Et je dis, je vais faire une chaîne YouTube. Donc je commence à lancer mes vidéos sur les trucs que moi j'apprenais sur la bourse. On investit selon son profil, selon ses objectifs, selon si on veut investir sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pourquoi tu investis ? Tu peux me dire que l'argent fait pas le bonheur, machin, je sais bien. Mais si tu commences ta vie avec 50, 60, 70 000 euros, ça change tout. Et j'ai créé ça petit à petit, une structure qui me semble plutôt optimisée pour des jeunes ou même des moins jeunes, quelqu'un qui veut se lancer. Mais en fait, c'est un plan qui est assez simple que je vais vous montrer pour commencer sa vie financièrement, je trouve, assez bien. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler d'investissement, tout ce qui est lié au domaine financier, plus spécifiquement la bourse. Nous avons un invité d'exception pour parler de tout ça avec nous. Il a aussi une chaîne YouTube, nous sommes avec GoTeco. Salut, comment ça Salut va? Mathéo, ça va, super. C'est par là qu'on parle? Ouais, Ou vers exact. vous? Quand tu veux passer un message aux abonnés, tu peux regarder la cam et quand tu parles avec nous, tu peux Ok, regarder super. par Ça me le- fait super plaisir d'être ici, dans un vrai studio, c'est incroyable. Ça me change de mon petit bureau à la maison. Franchement, vous avez un matériel de fou et votre travail il est incroyable. Vos vidéos, j'ai un petit peu regardé, c'est pépite. Merci, ça fait plaisir. C'est une belle transition pour dire merci à UFM qui nous prête ses locaux et ce matériel. Si vous êtes dans la voiture et vous voulez écouter une radio, c'est le 106.9. Voilà, comme ça vous savez, merci encore à eux. Et on est prêt pour débuter ce nouvel épisode. Du coup, bonjour Gauthier. Est-ce que tu saurais te présenter en quelques phrases? Mais bien sûr, je m'appelle Gauthier du coup, la petite chaîne GoTeco Investir en bourse en Belgique et je suis professeur d'économie en secondaire, donc je suis pas un grand expert de l'investissement ou ce genre de choses, mais à mon échelle, j'essaye de participer à l'éducation financière en Belgique, puisque depuis tout petit, je me rends compte que c'est pas un sujet tabou comme en France, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. C'est différent Tout en ce qui est Belgique. l'argent en France, généralement. C'est très tabou, tandis qu'en Belgique, j'ai l'impression qu'on parle d'argent, on dit tiens, je gagne autant, etc. Mais l'investissement, par contre, ça c'est beaucoup plus caché. J'ai l'impression que Ouais. c'est très peu démocratisé. La plupart des Belges, en tout cas de ce que moi j'en sais, investissent dans l'immobilier. Dès qu'ils ont un peu de sous, ils achètent de l'immobilier. Alors qu'en 2025, avec ton smartphone, depuis ton fauteuil, en 5 minutes, tu peux acheter des placements immobiliers, tu peux acheter des ETF, des actions, des crypto-monnaies. Enfin, vous êtes jeune, vous savez comment ça marche. Ouais, c'est sûr. Mais c'est incroyable de s'intéresser à ça et comment t'es venu du coup cet intérêt de la bourse, de l'investissement en général. En fait, c'est pas de l'école, même si je suis prof, mais l'école ne vous apprend pas à investir en bourse, même dans les études universitaires, dans les options finance, etc. On t'apprend plein de choses, mais pas à prendre une application, à investir et à mettre de l'argent dessus et à dire, OK, comment ça fonctionne, quelle stratégie, comment gérer mes émotions. Ça, on te l'apprend pas, tu vois. Et même l'éducation financière en général. Je trouve que depuis gamin, tu vas à l'école, tu essaies d'apprendre des choses, on te fait étudier plein de choses, faire des contrôles et tout ça. Tu arrives ensuite, si tu as de la chance, en fin de parcours, tu vas à l'université, etc. comme vous. Puis tu arrives enfin à avoir un travail. Et tout ça pour gagner quoi? Petite miette. De l'argent. De l'argent. Et quelle est la seule matière que vous apprenez pas à l'école? L'argent. Il n'y a pas un cours, on te dit comment tu gères ton argent, comment tu fais, etc. Parce que c'est vrai que d'un point de vue compétence, je ne remets pas du tout en question le système éducatif, mais d'un point de vue compétence, ça ne sert à rien. Puisque nous, ce qu'on veut dans l'éducation, c'est créer des gens qui savent travailler, qui auront leur place et qui sauront évoluer dans la vie, tu vois. Après, qui gèrent leurs sous, ça c'est un peu leur problème, tu vois. Donc c'est pas du tout le rôle de l'école, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais ça serait plus le rôle de la famille. Mais sauf que la famille, comme on vient de le dire, ils en parlent pas beaucoup. Et donc forcément, les gens ne savent pas spécialement gérer leur argent et encore moins investir. Quand j'en ai parlé autour de moi, au moment où moi, il y a 5 6 ans, j'ai voulu investir, j'ai eu personne autour de moi qui parlait, vous voyez, même si j'avais des gens qui étaient patrons, etc. Ils investissaient dans leur propre business, mais pas en bourse, tu vois. Et donc les copains, il y a 5 6 ans, c'était encore vachement moins démocratisé que maintenant, les contenus, tout ça sur ce genre de domaine. Et donc moi, première chose que je fais, c'est que je vais sur YouTube, mon réseau social préféré. Il y a les autres, mais moi, là, je suis de l'ancienne époque, c'est YouTube. Et rien à voir, mais l'autre fois, je faisais des carrés potagers. Ok, je sais pas Enfin, du c'est tout ma ce que femme. C'est un carré en bois Ok. pour faire un potager, tu Ok. vois. Et ça coûte super cher au magasin, mais tu peux les faire toi-même avec des matériaux de récup. Mais c'est ma femme qui voulait des carrés potagers, hein.
On est d'accord. Et donc, je lui fais ça. Je commence à chercher les matériaux de récup et tout. Et puis, je vais sur YouTube, du coup, et je tape faire des carrés potagers. Je tombe sur des vidéos de plusieurs personnes. Et puis, je trouve un créateur que je trouvais chouette. Je dis, bah, tiens, lui, il sait ce qu'il fait. Donc, je suis un peu ses vidéos. J'apprends à faire ça. Il m'explique tout ça. Comment mettre les plans, à quelle distance, etc. À quel moment dans l'année, qu'il y a des trucs différents. Donc, j'apprends plein de choses. Hein, je ne connaissais pas ça. Et bah, je fais ma carré potager. Tout se passe bien. Tout fonctionne. J'ai des belles courgettes. Et je suis heureux. Et je me dis, est-ce que je suis devenu expert jardinier? Non, mais c'est pas le but des réseaux sociaux non plus. J'ai trouvé comment ça fonctionne. J'ai quelqu'un qui me prend par la main, qui m'a expliqué pas à pas et qui m'a fait rentrer dans cet univers, tu vois. Et après, ben, c'est à moi de me débrouiller, de faire des recherches, de lire des articles, de prendre des formations, etc. Et si je veux vraiment devenir expert là-dedans, quoi. Mais de base, l'idée c'est ça. Et moi, c'est ce que je fais aussi. Vous avez compris qu'on parlait pas de potager, mais Oui. d'investissement. Ce que je fais aussi, c'est ça, c'est prendre les gens un peu par la main, leur vulgariser le concept, donner les grandes idées, des vidéos de 10 minutes sur un sujet qui prendrait 4 heures à expliquer, mais des grandes idées pour ouvrir la porte à cet univers, se dire ok, comment ça marche, j'ai les grandes lignes, et après c'est aux gens de faire leurs recherches, tu vois. Mais bref, donc il y a 5-6 ans, ben moi je trouve zéro vidéo, rien. Parce que sur la Belgique, il y avait rien du tout. Mais quand je dis rien, c'est rien. Hein. Moi, je cherchais des vidéos, je tombe sur des créateurs exceptionnels en France et tout ça, qui m'expliquent comment ouvrir un PEA, plan d'épargne en action, qui permet fiscalement de faire des placements intéressants, tout ça. Et puis, 2 semaines après, j'apprends qu'en Belgique, on n'a pas de PEA. Ça n'existe pas. Ah, ça n'existait pas avant? Non. Ok. Donc, il n'y a pas ça chez nous, c'est un truc français. Ouais. Mais quand tu regardes des vidéos de français, ben, tu es dans cette communauté, tu lis les commentaires, tu réponds. Moi, j'aime bien commenter tout ça, les vidéos des gens. Et en fait, je dis, mais je suis à côté de la plaque, quoi, tu vois. Et puis, j'apprends, à force de faire mes propres recherches, qu'il y a une TOB. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Taxe sur l'opération de bourse. Mais bravo. Mais merci. Taxe sur les opérations boursières. Obligatoire à payer à chaque achat, chaque vente, chaque opération qu'on fait en bourse. Il faut la payer. Plein de gens ne la payent pas en Belgique. C'est affolant. Il y a des amendes et tout ça qui sont risquées. C'est une taxe. C'est comme si tu ne payes pas ton cadastre pour ta maison. Et j'en parle avec des copains. Je dis, j'ai découvert qu'il y avait une TOB, une taxe. Tu vois, ça apparaît sur mon courtier parce que j'avais un courtier belge. Et mon pote, lui, il avait un courtier étranger. Ah, Tu oui. vois, il y a plein de plateformes, Trade Republic, eToro. Enfin, il y a plein de plateformes en ligne qui sont parfois sympas. Et il me dit, bah non, moi je connais pas ce truc-là. Et en fait, le gars, il investissait depuis 1 an et tout ça sans avoir jamais payé ses taxes. Tu vois, ça fait peur quand même, non? Ouais. À fond. Et je dis, mais c'est chaud, quoi. Et de là, arrive un enfant. Je pars dans tous les sens, hein. Et je parle trop aussi, donc vous devez me couper. Non, mais c'est magnifique. Mais j'ai un enfant, et donc cet enfant fait que je dois rester à la maison. Vous verrez plus tard, quand tu as un enfant, ben, tu as envie de sortir. Ici, par exemple, je viens ici, c'est un grand plaisir, mais il faut que quelqu'un garde les enfants. Donc, c'est ma femme qui les garde aujourd'hui, elle travaille ce soir. Et du coup, ben, voilà, je peux venir, mais dès que tu dois sortir, c'est plus compliqué. Donc, je me retrouve à rester beaucoup plus à la maison. Et je me dis, ben, ce serait bien de faire une petite activité à côté, tu vois, au lieu de jouer aux jeux vidéo et tout ça. Et je dis, ben, je vais faire une chaîne YouTube. Donc, je commence à lancer mes vidéos sur les trucs que moi, j'apprenais sur la bourse. J'avais l'impression de soulever une pierre et de me dire, mais c'est un truc de fou, la TOB, c'est important, personne ne le sait. Puis je découvre une nouvelle taxe, puis je découvre qu'en Belgique, ça c'est plus optimisé qu'autre chose, et j'ai l'impression que c'est des secrets, tu vois, que tu as des articles et des lois et des articles académiques très très complexes, où la personne normale qui lit ça se dit, mais il comprend rien. Même moi qui fais des études, ben, j'avais du mal à m'y retrouver. Donc je me dis, le petit particulier là qui connaît rien, qui se lance, c'est impossible, c'est mission impossible. Et donc ça a un milieu très hermétique, très fermé. Et je dis, ben, je vais essayer à mon échelle de changer ça, de faire des petites vidéos là-dessus. Donc j'ai commencé à faire des vidéos. Et dès que j'ai parlé de la Belgique, ben, j'ai eu plein de gens en commentaire. Plein, c'était 5 personnes. Hein, qui te disent, ah ben c'est super, j'adore, enfin des vidéos sur la Belgique. Et c'était des gens qui s'y connaissaient. Et ils regardaient la vidéo alors qu'ils savaient ce que j'expliquais. Ils le savaient déjà. Tu vois, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais ils aimaient le fait de se dire, tiens, j'ai un Belge qui parle de la bourse alors que ben, ça se trouve à peu près nulle part ou c'est très peu populaire sur les réseaux. Et de là, ben, comme ça marchait un petit peu, ben, j'ai continué. Quoi. J'ai essayé d'explorer un peu tous les sujets, tout l'investissement en bourse en Belgique et un peu tout ce qu'il faut savoir sur des petites capsules comme ça, de manière générale. Voilà. Incroyable. Et je me demandais, du coup, tu vises la niche francophone ou la niche belge? J'ai l'impression, parce qu'il y a des youtubeurs et des créateurs belges, mais j'ai l'impression qu'ils jouent le jeu d'élargir, de se dire je vais un peu cacher que je suis belge, parce que je sais que c'est une toute petite niche. Donc, je vais plutôt parler de la France, je vais parler de l'expatriation, je vais parler de plein de choses et je vais essayer de toucher large, tu vois. Moi, je me suis dit, voilà, je fais pas vraiment ça pour le business à la base. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Moi, je suis content dans ma petite communauté, dans mon petit truc, tu vois. Et j'ai envie de faire les vidéos que moi, j'aurais voulu voir, tu vois. Et bah, forcément, du coup, même s'il y a des vidéos dont je suis assez fier, elles vont jamais faire
50 000, 100 000 vues, tout ça. Jamais. Je le sais, puisque c'est une petite niche, tu vois. Mais donc, c'est un côté qui est assumé. Je sais que ça restera une petite chaîne normalement, mais une chaîne qui, je suis certain, donne vraiment quelque chose, tu vois. Ça apporte une valeur au lieu de répéter ce que dit tout le monde, quoi, tu vois. C'est sûr. Et si jamais tu veux élargir ta communauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir une deuxième chaîne YouTube ou plutôt diversifier tes vidéos? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Bah, j'y ai pas tellement pensé, je suis pas du tout expert YouTube, hein, mais pas du tout. Mais je me dis qu'il vaut mieux ouvrir une deuxième chaîne parce que lorsque tu fais une chaîne, je pense qu'il faut avoir un sujet très niché, très très clair, où les gens ils se disent bah, je m'abonne, pourquoi? Pour voir des vidéos d'investissement sur la Belgique. Si je commence à parler de carré potager, les gens ils vont pas s'y retrouver, ils vont se dire Ouais. et puis les gens qui regardent des trucs de potager, ils vont se dire mais qu'est-ce qui me parle de bourse? Tu vois, tu dois je trouve rester là et peut-être faire une deuxième chaîne du coup pour parler d'autre chose. Si ça reste sur le domaine de l'investissement, par exemple, tu parles de la crise ou d'un krach boursier ou n'importe quoi, ben, tu peux faire des vidéos qui sont plus générales. Tu vois, donc ça, Bien j'ai sûr. aussi des gens qui sont abonnés, qui sont pas du tout belges, hein. Il y en a tout plein. Mais voilà, je pense pas que c'est. Même si plus tard, je pense faire des vidéos plus larges. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En vrai, il y a un plafond forcément sur les règles belges administratives, mais il n'y a pas de plafond pour parler de l'histoire d'une crypto ou comment ça se passe dans le monde, l'actualité, etc. Et là, on peut toucher un public beaucoup plus large. Ouais, à fond. C'est ça. Mais pour l'instant, je reste vraiment Belgique. Après, il y a toujours plein de solutions, hein. Qui sait, ça tombe à l'avenir, tu diras, je veux m'intéresser aussi à la France et tu feras du contenu sur la France. Bien sûr, mais C'est ça m'est déjà possible. arrivé, hein, puisque le PEA, tout ça, je sais comment ça fonctionne, puisque j'ai bouffé tout le contenu dessus. Ça me servait à rien. Donc, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais j'axe vraiment Belgique et pour vraiment créer les vidéos que j'aurais voulu voir à l'époque et surtout des espaces de communauté, des espaces d'échange, un endroit où tu peux rencontrer d'autres investisseurs belges. Sous les vidéos, il y a souvent beaucoup, beaucoup de commentaires, de gens qui discutent et pas forcément de la vidéo en fait, mais du fait de se dire bah, tiens, c'est cool, je suis investisseur belge, je me sens seul parce que ma famille, tout ça, ne connaissent rien de ce monde-là. Et c'est normal, les amis, tout ça non plus. Donc je me sens un peu seul et c'est cool d'avoir une communauté d'investisseurs belges qui se crée. Et c'est vraiment ça, moi, qui me fait avancer. C'est de me dire créer des espaces de communauté pour discuter avec des investisseurs belges et aussi créer des vidéos que moi, j'aurais voulu voir à l'époque. Tu vois. Et du coup, tu as commencé à investir à partir de quand? Tard, trop tard. Ouais. Ouais, 26, 27 ans, un truc comme ça, j'avais peur. Mais c'est normal, j'avais peur. Tu vois, je le dis aux gens. Non, mais j'assume. Moi, jamais j'ai dit que j'étais un expert d'investissement, un ancien. Parce qu'il y a beaucoup ça hein, sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas d'ailleurs. Hein. Mais tu as des anciens investisseurs qui ont gagné des millions, qui disent ouais, maintenant j'ai arrêté, j'ai trop de millions, donc je vais faire des vidéos YouTube. Tu vois. Vous voyez un peu ce profil. C'est bizarre le profil, mais. Non, mais on voit très bien. Moi, je vois très bien ce genre de. Je caricature, mais c'est ça l'idée. Ou alors c'est un ex-banquier ou un ex-trader, etc. Donc c'est des histoires souvent comme ça. Moi, il n'y a pas du tout ça. Moi, c'est vraiment un petit père de famille qui a commencé à investir tard, qui a été frustré de se dire bah, je trouve pas de contenu et je vais parler de ça mais je parle pas de trucs de fou hein. Je vais jamais faire des vidéos tu vas gagner plein d'argent en une semaine. Non, c'est vraiment investisseur en bon père de famille sur le long terme. Et quand je dis bon père de famille, c'est aussi pour des jeunes qui n'ont pas d'enfants hein. C'est une expression. Ouais, bien sûr. Et donc moi j'ai commencé tard, 26, 27 ans, un truc comme ça, peut-être même 28, vraiment sérieusement. Pourquoi? Parce que j'avais peur, je voulais le schéma classique, mariage, maison, enfant. Tu vois, certains, ils se disent, moi, j'ai envie de voyager, voir le monde, tout ça. Moi, c'est à l'ancienne, classique. Et pour faire ça, il faut des sous. Tu peux me dire que l'argent ne fait pas le bonheur, machin, je sais bien. Mais si tu commences ta vie avec 50, 60, 70 000 euros, ça change tout. Et je vais vous expliquer dans un instant comment faire. C'est prévu. Magnifique. Mais c'est pas compliqué du tout. Je l'ai fait, moi, sans faire exprès, en fait. Mais ça a été par logique parce que je suis comme ça. Mais en fait, c'est un plan qui est assez simple que je vais vous montrer pour commencer sa vie financièrement, je trouve, assez bien. Mais bref, donc moi, je me dis, il me faut un pactole, il me faut 50 000 euros minimum à l'époque pour acheter une maison, faire un apport. Tu vois, ma femme aussi à peu près, et on fait plus ou moins un apport ensemble et on achète une maison. Il me faut des sous pour me marier et il me faut des sous pour assurer un peu les enfants et la stabilité. Et je me dis, ben, tout ce qui sera au-delà, je vais l'investir. Ce qui est finalement un peu une erreur parce que si tu es bon, tu peux déjà investir avant. Dans des trucs sécurisés où tu sais que ça va te rapporter un peu, mais que tu pourras quand même retirer tes sous, machin. Donc voilà. J'aurais dû faire des calculs, mais j'ai fait le choix de juste économiser sans rien rapporter jusqu'à 26, 27 ans. Au moment où j'ai acheté ma maison, je me suis senti libéré. Je me suis dit, voilà, t'as assuré. Maintenant, tu peux investir. Et si ça marche pas, si tu perds tout, mais j'étais bête, hein, parce que j'avais peur. Mais tu perds pas forcément tout. Tu vois? Dans des trucs sûrs, non. Ben, quand tu fais gaffe, quand tu es formé correctement, ce qui n'était pas le cas, tu vois, donc j'ai bien fait de pas investir. Mais si tu es formé, que tu as vraiment pris le temps, tu peux investir sans trop de risques et tout ça, et avoir des stratégies défensives ou plus offensives, dynamiques et tout ça.
Mais donc, moi, je me dis, si j'investis, je risque de tout perdre. Donc, j'investis pas. Je mets de côté un max. J'achète ma maison, je me marie. Et après, maintenant que je suis stable, comme aujourd'hui, je dis, voilà, si j'ai un peu d'argent en trop, je peux l'investir. Première chose que je dirais quand même, qui est très essentielle, c'est l'épargne de précaution. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ah non. Est-ce que on doit mettre seulement ce qu'on est prêt à perdre, c'est ça, plus ou moins? Non. Non. Mais c'est bien. Mais ça, c'est un bon conseil, ça. C'est bien aussi. Parce que des gens le font pas. Et c'est pas une bonne phrase. On met ce qu'on est prêt à perdre au casino. Mhm, Ça, c'est vrai. mhm. Tu vas au casino avec des copains, ne mets que ce que tu es prêt à perdre. Tu mets 50 euros, tu les perds. Ta vie n'aura pas changé, ok. Et un autre mec, ce sera peut-être 100, 200. C'est de l'argent en bourse dont on est prêt à se passer. À l'heure où on fait cette vidéo, il y a Donald Trump qui est en train de mettre un peu le bazar sur le marché financier, tout se casse la figure. Moi, je ne dois pas retirer mon argent. J'en ai pas besoin de cet argent, tu vois. Donc, il reste là-dessus. Si ça descend, etc., machin, je prends des décisions, mais j'ai pas le besoin de les retirer. Parce que si tu veux une erreur, un truc à shorter, tu vois, dans cette vidéo, la pire erreur quand on investit en bourse, c'est quoi? C'est de devoir retirer son argent au pire moment. Ça veut dire, j'ai mis de l'argent et je dois faire des travaux dans ma maison, il faut que je retire 10 000 euros. Et comme aujourd'hui, la bourse se casse la figure, tu te dis, je dois retirer ces 10 000 euros. Et donc, je me retrouve à retirer l'argent en perte. Il n'y a plus que 8 000. Et je concrétise cette perte, alors que peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça serait remonté, tu vois. Donc, il faut être prêt à laisser son argent 5 ans, 10 ans s'il faut, tu vois. Je trouve, en tout cas, dans l'investissement à long terme. Après, les trading, tout ça, c'est complètement autre chose. Mais moi, vraiment, dans l'optique de long terme, de j'investis sur des trucs sûrs, qui vont grandir normalement à long terme, c'est ça l'idée, c'est 5-10 ans. Et la pire erreur que tu puisses faire, c'est de retirer ça avant. Mhm. Et donc, moi, j'ai commencé à investir à 26-27 ans dans des fonds bancaires. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui. J'ai appelé le banquier, Ouais. je lui ai dit, je voudrais investir. Soi-disant conseiller financier, j'ai rien contre eux, hein, mais en fait, finalement, comme tu connais rien, eux, ils te dirigent vers des trucs en disant, tu peux prendre des fonds comme ça et tout. Et ils omettent un peu d'insister sur le fait que tu as des frais d'entrée à 2%, 3%, des frais de gestion annuels à 2%, 3%. C'est ça. Ce qui veut dire que sur mes 100 euros investis, Oui, il y a beaucoup trop de frais. sur mes 100 euros non mais les gens normaux, tu leur dis 3%. C'est trop. 3%, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Mais sur 100 euros investis, tu prends 3% d'entrée, donc il ne reste plus que 97. Tu prends 3% de frais sur l'année, ou 2%, hein. Il te reste 94, 95. OK? Et là-dessus, sur l'année, on fait 5%. En fait, tu n'as rien gagné. Tes revenus à 100 euros. L'année suivante, tu reprends 5, 6, 7%. Mais on t'en enlève 2, 3, donc tu en as fait que 3, 4. Et l'année suivante, on fait moins 5%. Mauvaise année. Mais tu as pris moins 7, moins 8, puisque tu as en plus les frais annuels, on te les prend, que ça aille bien ou mal, tu vois. Donc tout ça, je commence à m'en rendre compte, justement, à force de consommer du contenu. C'est ça que je trouve chouette sur les réseaux. Et après, il faut se former, c'est super important. Hein. Mais c'est important de se former correctement et de comprendre que les frais font très mal. Quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, c'est pas ridicule. Tu délègues complètement cet aspect-là, tu vois, et le mec, il est entrepreneur, ou il travaille bien, il a un gros salaire. Il se dit, moi, tant pis, les frais, puisque je recharge, je mets beaucoup de sous. Mais pour un petit particulier, les frais, c'est très important, tu vois. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux ETF, aux actions, aux systèmes ainsi, qui sont beaucoup, beaucoup moins chers en frais. Et j'ai aussi la passion et l'envie de le faire moi-même. Ça, il faut l'avoir aussi. Moi, je respecte encore une fois ceux qui ne veulent pas faire eux-mêmes. Mais moi, j'avais envie de m'y intéresser, de le faire moi-même. Donc, je regarde mes vidéos, je trouve des vidéos sur la Belgique. Enfin, je trouve pas de vidéos sur la Belgique. Je commence à faire des recherches, etc. Et je commence à investir petit à petit au fur et à mesure, tu vois. Si vous n'avez pas de questions, tout de suite, j'aimerais vous parler de cette époque entre 22 ans et 27-28 ans, là, tu vois, ce trou. Ouais, vas-y. Justement, moi, je veux entendre ça. Qui, je trouve, est essentiel. C'est un truc de fou que j'explique à mes élèves et que je trouve que tout le monde devrait savoir. Les années les plus importantes de ta vie, c'est celle-là. C'est 22, 27 ans. Ça dépend si tu fais des études ou pas. Si tu as 18 ans et que tu veux te marier, avoir une maison à 25 ans, rapprocher, tu vois. C'est ces 4-5 années-là, tu vois. Pourquoi elles sont essentielles? Parce que le moment où on a besoin d'argent dans sa vie, c'est quand on est jeune. Et quel est le moment où on a le moins d'argent dans sa vie? C'est maintenant. C'est maintenant. Tu vois, c'est quand tu es jeune. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de gros héritage, tout ça, tu commences ta vie, tu n'as rien. C'est comme tu commences une partie sur un jeu vidéo, tu n'as rien, tu n'as que dalle. Et à la fin du jeu vidéo, à la fin de la partie, si je te mets plein de pièces d'or ou que je te remplis ton compte, t'en fous, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, non, à la fin, ça n'a plus le même impact. Tandis que si je t'avais donné un peu ça au début, tu aurais fait wow, incroyable, je peux lancer plein de choses. Donc au début de ta vie, tu veux te marier, tu veux peut-être voyager, tu veux peut-être acheter un van et faire le tour du monde, tu veux peut-être te marier, je l'ai dit. Ouais. Mais c'est important de se marier. Avoir une maison. Non, mais ça part trop, ça, de mariage, c'est important. Et bref, tu vas avoir une maison, tout ça, une voiture, et tu commences avec rien, tu dis punaise, t'es frustré, j'ai rien. Et en même temps, tu veux sortir, t'amuser, et il faut faire ça, mais il faut vraiment
pas foirer cette partie-là. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il faut économiser au moins 1 000 euros par mois. C'est la base, 1 000 euros. Parce que 1 000 euros par mois, ça fait 12 000 euros par an. Mhm. Et sur 5 ans, ça va faire 60 000 euros. Si tu commences ta vie à 27, 28 ans, avec 60, 70, 80 000 euros, t'es bien. Tu peux faire un bon apport pour ta maison, tu peux acheter une voiture, tu peux, si maintenant ton projet c'est de faire le tour du monde ou de vivre dans la forêt, en fait tu fais ce que tu veux à partir du moment où tu as un fonds de départ, tu vois. Et il y en a plein qui me disent, ouais, 1 000 euros par mois, t'es fou. Oui, t'es fou. Si t'as 30 ans, 40 ans, moi aujourd'hui c'est mort, c'est terminé. J'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, j'ai ma maison, j'ai mon cadastre, j'ai mes frais, j'ai la poussette, j'ai les couches. C'est mort, c'est terminé, 1 000 euros par mois. Tu vois, même si je gagne plus qu'avant. Donc c'est impossible. Mais quand t'es jeune, si tu restes chez papa-maman, ou que tu vas en colocation, moi c'est le choix que j'avais, j'étais en colocation, on était à des moments 4 ou 5 dedans, à se diviser un loyer de 700 euros en 5, bah, du coup tu payes quasi rien. Niveau nourriture, quand t'as 20 ans, bah, c'est bon, tu vois, tu te nourris comme tu peux. Après, moi, j'essayais de faire gaffe. Hein, mais j'achetais du poulet. Je faisais des trucs de muscu, tout ça. Mais bon, je faisais des sèches et je prenais du poulet, des brocolis. Mais bref, à la Thibaut Inche, vous voyez. Mais ça coûte rien, en fait, en vrai. Hein. Non, c'est pas En vrai, si ça cher coûte que pas ça. cher. Hein. Poulet, les œufs et tout. Tu Le prends riz. poulet, œufs, riz, brocoli. C'est pas très varié. Mais moi, c'était vraiment, je me nourris, je suis content. Bah ouais. Tu achètes une PlayStation. Tu joues à PlayStation, ben moi je respecte ça parce que tu joues à PlayStation, tu achètes GTA bientôt 6, Bientôt 6. GTA 5, tu achètes un jeu en ligne Fortnite qui est gratuit et tu passes ton temps là-dessus, ben tu passes du temps, ça coûte rien. Mhm. Tu vois, Ouais, donc bien moi je sûr. trouve que PlayStation et tout ça c'est un bon investissement et derrière tu dépenses le moins possible. Tu peux te faire un petit budget 100, 200 euros de sortie, ce qui est déjà pas dégueu. Mhm. Et derrière, tu mets minimum 1 000 euros de côté par mois et tu vas voir que c'est tout à fait possible. Si tu gagnes 1 600, 1 800 au début de ta carrière, tu vois, ce qui est un salaire correct, hein, et que derrière, tu mets 1 000 euros de côté, tu vas prendre 200 euros de loyer. Et je suis gentil, parce que si tu es vraiment en coloc ou si tu es chez papa-maman qui te demande rien, bah, du coup, c'est quasi rien. Derrière, la nourriture, on va dire, allez, aussi 200, tu es déjà à 400. Et derrière, bah, si tu as une voiture, tu vas mettre 100 euros d'essence, l'assurance. Tu vas avoir 500, 600 euros de frais. Je suis large, je pense. Donc, si tu es à 1 600, 1 800 et qu'à côté, tu te bouges un peu, que tu fais un peu d'achat-revente ou que tu fais un petit business ou que tu essaies de travailler ou de faire des jobs étudiants, enfin, tu vois, ou de faire les flexi-jobs. Vous connaissez ça? Ouais. C'est incroyable. Moi, ça se faisait pas trop à mon époque, mais c'est incroyable. Tu commences à travailler, tu es jeune, donc tu as un peu de temps libre et à côté, tu fais un flexi-job. Tu vois? Tu gagnes bien. Donc ton salaire, tu le coffres, tu mets tout de côté et tu payes tes charges. Et tout ce qui est loisir, tu le payes avec des activités complémentaires ou avec du flexi-job ou ce genre de choses. Et donc, avec tes 1 000 euros, ben, tu as 60 000 minimum, 70 000, voire 80 000 à 27-28 ans. Et de là, ben, tu peux réaliser tous tes projets. Tu fais un début de partie. J'aime bien parler de gaming, mais tu fais un début de partie, un tremplin financier qui est parfait. Et ton début est nickel. Et quand tu es bien lancé, tu déroules après. Tu vois, Ah c'est ouais. beaucoup plus facile. Je parle trop, hein, c'est à vous de me canaliser. On hein. écoute. Mais non, mais écoute. c'est magnifique. Justement. C'est instructif ce que tu dis et en plus c'est vrai parce que forcément le garder de l'argent de côté, tu peux le faire le plus jeune possible parce qu'après bah, tu as plein de charges qui arrivent. Mais c'est ça, l'erreur, c'est que les jeunes se disent je vais dépenser, je vais claquer, faut que jeunesse se fasse et plus tard, je Ouais, verrai. ouais. Mais ça marche pas, ça, les gars, ça marche pas. Parce que quand tu as 20 ans, tu te dis je verrai plus tard, tu arrives à mon âge et ça marche pas, je suis là pour vous le dire. Tu as 30 ans, 33 ans, tu as les enfants, la maison, la voiture, la deuxième voiture, les assurances, les voyages en famille, Disney, tout coûte une blinde. Ouais. C'est con, mais tout coûte une blinde. Et non, tu vas pas économiser après. Tu vois, enfin si, 200 balles, 300 balles, mais Bien c'est sûr. plus ça qui va changer ta vie. Tandis que ce qui peut changer ta vie, c'est cette période-là. Ouais, dès qu'on a un beau petit portefeuille financier, bah après ça devient ça devient plus simple pour aller toucher des intérêts composés et ce genre de choses qui va faire fructifier ton portefeuille en exponentiel, quoi. Même pour lancer une boîte, si tu as un peu de fonds de côté, ça te Bah oui. servira beaucoup Ouais. aussi. Pour En fait, tout. au début de ta vie, si tu as, je t'ai dit 50, 60, 70, 80, que tu peux faire, je vous l'ai démontré avec un petit salaire, hein. Mhm. Mais il faut quelques sacrifices. Tu vois, tu vis en coloc à 6, bon, bah, c'est un peu camping quand même. Hein. Mhm. Je le ferai plus. Parce que je veux mon petit confort. Quand tu as 30 ans et tout ça, tu es un peu plus pantouflard, mais quand tu as 20 ans, c'est bon. Tu te Ouais, non, débrouilles, je suis non? d'accord. Ouais, Je c'est suis Moi, j'ai d'accord. dormi à des endroits, c'était. Mon pote, il me donnait un coussin par terre, j'ai dit c'est bon, tu veux laisser. Laisse-moi tout va bien. tu Bah, vois. au moins, ça te. Je ferai plus ça maintenant. Mais ça te crée de l'expérience. Et au moins, tu sais ce que tu veux plus après. Et voilà, non, c'est sûr, c'est une expérience. Mais du coup, pour revenir au début de l'investissement, t'étais plus axé bourse, du coup,
Au début, la crypto, c'était un peu moins connu que maintenant. J'ai fait les deux en même temps, mais j'ai surtout fait la bourse parce que pour moi, après, je vais pas me faire des amis ici, mais pour moi, je préfère la bourse que la crypto. Tu vois, c'est peut-être que c'est juste les quelques années qui nous séparent qui font ça, mais pour moi, la bourse, tu investis sur des entreprises, Mhm. tu achètes du Apple, ben derrière, c'est Apple. Et donc, si tu as la conviction qu'Apple va vendre plus de produits sur les 10, 20 prochaines années, ben, tu te dis, OK, ils seront toujours là. Ils peuvent ne plus être là, hein. Mhm. Ça, il faut y penser parce que souvent, je pars dans tous les sens, mais on a une vision court terme. Quand moi j'étais gamin, tout le monde, il n'y avait pas d'histoire de Apple, Samsung, Wiko, machin. Non, tout le monde avait un Nokia. Aujourd'hui, Nokia, si t'avais dit à l'époque, j'ai investi dans Nokia, regarde, c'est incontournable, c'est plus là aujourd'hui, tu vois. Mhm. Donc Apple, c'est pareil. Si ça se trouve dans 20 ans, tu vois. Ouais. Bon. Mais bref, tout ça pour dire que tu investis sur des actions. Et je suis en train de me perdre en fait. Qu'est-ce que je disais? Que tu investissais en bourse au début. Ah oui, que et donc plus, tu investis sur Apple. Et derrière, il y a des produits. Derrière, il y a des gens, et des humains, des employés qu'on peut pas tous balancer dehors du jour au lendemain. Et derrière, tu achètes ça. Tu achètes du Volkswagen, tu achètes une entreprise. Tu sais que derrière, il y a des usines, etc. Et machin, il y a des gens, il y a du monde. Tu achètes du Bitcoin, il y a quoi derrière, tu vois? Mhm. Enfin, il y a des gens derrière. Je sais, maintenant, oui, il y a des entreprises, etc. Il y a tout un Mhm. écosystème. Mais voilà, pour moi, c'était moins tangible. J'ai acheté du Bitcoin, évidemment, parce que je trouve que, encore une fois, c'est pas un conseil. C'est maintenant qu'on va le mettre, Vas-y, hein, vas-y. le disclaimer. Mais le Bitcoin, j'en ai acheté parce que pour moi, je me dis, tu peux pas passer à côté. Ouais. Ça a l'air d'être une dinguerie. J'y connais rien, mais j'ai dit, voilà. Et j'avais mis, c'était 500 euros. Hein. Mhm. Donc voilà. Là, par contre, c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre. C'était, si ça marche pas, ça marche pas. Mais si maintenant ça fait x10, ben voilà, j'aurais 5000 euros. C'est incroyable quand tu es jeune de passer de 500 à 5000. Donc, c'est ce qui s'est passé, Ouais, c'est globalement. sûr, ouais. Donc, et voilà, ça n'a pas changé ma vie, mais j'étais content. Et je les ai toujours, j'ai jamais vendu. En fait, je garde les bitcoins, je me dis, voilà, moi j'ai le principe de si dans 10 ans, dans 20 ans, ça devient un truc incroyable, ben, j'en aurais eu un peu et je m'en serais voulu de pas en avoir. Mais je ne m'en voudrais pas de ne pas être à fond dans cet écosystème, tu vois. Donc moi, Ok. je connais les grandes cryptos, j'essaie de m'intéresser à comment ça fonctionne en Belgique, etc. et à en faire 2-3 vidéos là-dessus. Et derrière, c'est plus la bourse. Disclaimer, il faut qu'on le fasse. Oui, j'allais le faire. Vas-y. Investir comporte des risques de perte en capital. Aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie, de quoi que ce soit, d'accord? Il faut faire ses propres recherches. Je l'ai dit au début de la vidéo, tu vois des vidéos, ça te donne des idées, ça t'apprend un peu un univers, ça te fait rentrer dans le domaine, on vulgarise les trucs, on parle de ça, mais ce ne sont pas des conseils d'investissement. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que c'est la légalité. Tu vois, tu ne peux pas donner des conseils d'investissement sans être conseiller financier. Mhm. Même si ici, sur une vidéo YouTube, tu peux pas dire que c'est un conseil dans le sens où un conseil, il doit être personnalisé. Il faudrait que je prenne ta situation, que je dise, ben voilà, toi, tu as tel âge, tu as tel projet, tu as tel profil de risque, et commencer à faire toute une interview et ensuite conseiller des placements bien spécifiques. La deuxième raison, c'est elle qui me pousse à toujours le faire, mes petits disclaimers en disant qu'il faut faire ses propres recherches, que vous êtes responsable de ce que vous faites en matière d'investissement, que nous, on est des particuliers, des gens normaux, pas des experts, et qu'on ne veut conseiller personne, et que quand des fois, je m'emballe, tu vois, et que je dis, ouais, ça c'est bien, ça veut pas dire que tu dois aller l'acheter après. Tu vois, parce que moi, c'est bien de mon point de vue. Tu vois, de Mhm. mon point de vue, de mec qui est justement assuré d'un point de vue stabilité familiale et qui se dit, ben voilà, si je mets 500 euros là-dessus et que ça marche Mhm. pas, c'est pas grave, tu vois. Il y en a d'autres, ils sont, ah non, 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 moi je dois optimiser, ah non, non, j'ai perdu 5 euros, ça me va, je me sens pas bien. Ouf, tu vois, il palpite. Et donc, il faut vraiment faire son propre profil et s'intéresser et comprendre ça. C'est ma deuxième raison et c'est la plus importante. Pourquoi je suis toujours casse-pied avec mes disclaimers, c'est parce que j'ai pas envie que les gens se disent, ah ouais, il a dit ça, je vais faire ça. Prenez vos décisions. N'allez pas suivre quelqu'un aveuglément, jamais, d'accord? Ça, c'est le pire truc. Pas plus tard que ce matin, je voyais un mec sur TikTok en 30 secondes qui dit ouais, ça y est, les marchés remontent, machin, etc. Il faut investir et tout, machin, c'est le moment. Il est tout excité, le gars, tu vois. Et ça dure 30 secondes. Et il y a des gens, j'espère qu'ils font pas ça, mais il y a des gens, ils voient ça, ils disent ouais, j'y vais, let's go, ça y est, bam, on y va. Non. Non, et le pire, c'est que quand tu regardes TikTok, si ça se trouve, il date d'il y a 2 semaines. Mhm. Enfin, il y a des gens, ils voient ça, et il y a ce qu'on appelle le FOMO, vous avez sûrement déjà entendu, Ouais. qui est le fear of missing out, c'est la peur de rater l'opportunité, qui se oh mon Dieu, c'est maintenant, ils y vont. Ça, c'est, je trouve, une très mauvaise idée. Après, encore une fois, faites ce que vous voulez. Moi, qu'est-ce que je peux faire à ça? Rien. Si tu prends ton téléphone, tu le fais. Tu le fais. Mais c'est important d'être responsable et de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas suivre aveuglément les gens. Il faut vraiment avoir mangé tout YouTube et ensuite faire des formations, lire des livres, prendre rendez-vous avec un vrai conseiller financier agréé, un rendez-vous sérieux où il va justement faire une discussion, te dire bah tiens, qu'est-ce que tu veux dans la vie, quel est ton horizon de placement, tu veux investir dans quoi, est-ce que tu es plus défensif, est-ce que tu es plus neutre, est-ce que tu es prêt à bloquer ton argent pendant 10 ans, ah non, tu es jeune, tu veux acheter une maison dans 5 ans, alors là, il faut plus faire ça.
Et lui, il est agréé, il est officiel. Ouais. Voilà pour la partie disclaimer. Je pense que c'était essentiel et que vous comprenez pourquoi on doit le faire. Exact. Ouais, Ouais, voilà. les gars, s'il vous plaît, ne faites pas du copy trading sur les trucs Telegram et tout, où il y a des gens qui se disent experts en marché financier. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. En plus, ils vous prennent des frais. Et il y a un truc aussi avec Je suis arnaque. désolé, mais ils te prennent pas juste des frais. Ils te disent, moi, il y a des faux profils Goteco. C'est des abonnés qui m'envoient ça. Et ils m'envoient des captures d'écran. Donc c'est moi, c'est ma photo, c'est moi sur TikTok. Et le mec dit, ouais, c'est Goteco, j'ai découvert une opportunité incroyable. Envoie-moi 10 000 et je te renvoie 15 000 d'ici 2 semaines. C'est garanti, c'est sûr. Ah, sérieux? etc. Ouais, ouais. Et il m'envoie la capture, l'abonné. Hein. Et En j'ai fait plus. une vidéo là-dessus, si vous voulez voir. Ben, ça s'appelle, tu tapes scam Goteco. Et j'ai fait une vidéo où je récapitule tous les scams. Parce que c'est, Ok. des fois, des fois, ils abusent. Des fois, c'est à mourir de rire. Le mec, il dit genre, j'étais camionneur, maintenant j'ai 20 camions grâce à la crypto, merci, investisseuse Genièvre, rejoignez son canal Telegram. Et il y a des fois où il n'y a vraiment pas d'effort. Aïe, quoi. aïe, aïe. Il y a des fois, il n'y a pas d'effort. Et il y a des fois, il y a des grosses usurpations d'identité comme ça, où c'est quand même plus carré. Le mec, il parle assez bien, il fait pas de faute d'orthographe. Et quand je vois ça, la capture, je dis, ouais, on dirait que c'est moi qui discute avec quelqu'un, même si je ne dirais jamais ça. Et le gars, bah, il dit ouais, il m'envoie ça à moi. Et je dis bah non, c'est bien sûr que c'est pas moi. Et il avait un doute, tu vois. Il se dit bah ouais, moi j'y connais rien, je fais confiance à lui parce que j'ai vu 40 heures de vidéos, je lui fais confiance. C'est presque, tu vois, les gens te connaissent pas, mais ils ont vu tes contenus pendant très longtemps. Moi aussi j'ai ce sentiment avec des Mhm. créateurs. Et il dit ouais, je lui fais confiance, je vais lui envoyer mes 10 000. Mhm. Et il me renverra 15 000 dans 2 semaines. Et en fait, non, il se barre avec. Il retire ça en cash dans je sais pas quel pays. Il est à Et l'autre c'est- bout du monde, mais c'est ça. c'est terminé. Et le mec, si ça se trouve, il a 14 ans, il a un vieux téléphone et il est en train de. Alors moi, j'envoie des trucs à TikTok, je signale. Mhm. Aucun problème détecté. Ok. TikTok, ils sont aveugles. TikTok, ils font rien. C'est horrible. Mhm. Franchement, je sais pas si quelqu'un nous écoute ici, mais TikTok, c'est abusé. YouTube, ça va. YouTube, Ouais. c'est plus cadré. Insta aussi, en vrai, en général. Insta, en fait, j'ai pas le temps de faire tous les réseaux. Hein. Moi, Ouais, bien sûr. comme je vous l'ai dit, c'est en loisir, donc j'ai pas trop Insta, Facebook, tout le reste, je fais pas. Je devrais, mais bon, je reste vraiment sur YouTube et j'aime bien TikTok pour tout ce qui est format un peu news, vite fait. Mhm, mhm. Tu vois, où tu veux parler un peu aux gens. Et les faux profils, c'est une plaie, c'est Mhm. incroyable. Tu sais rien faire. Et TikTok te dit qu'il n'y a aucun problème. Je Ouais. dis c'est moi, c'est littéralement moi. Voici mon compte officiel. Allez voir la date, je l'ai créé à une époque. Tous les comptes d'après, il y en a 5, 6, 7, 8, hein, tout le temps. Hein. Et c'est une toute petite chaîne. J'ai un compte TikTok, il n'y a personne de. C'est un tout petit truc, c'est 5 000, je crois, abonnés, c'est tout petit. Mais il y en a 5, 10 des faux comptes Goteco. Tape Goteco dans la barre, tu vas voir, il y en a plein, avec la même photo, etc. Et des fois, je fais des disclaimers. Et je vais rester poli, mais les mecs, ils republient le disclaimer. Non, mais allez, C'est pas possible. il y a le respect, il est mort, quoi. Mais il y a un nouveau scam qu'on a eu, nous, en commentaire, et je sais pas si tu l'as déjà eu, parce que toi, tu es plus, du coup, dans ce domaine-là. C'est quelqu'un qui dit, et c'est des bots, hein, il met ah, salut, la vidéo est incroyable, mais j'ai un problème, j'arrive pas à retirer mon argent. Voici mes 12 mots de clé de phrase de Mm. récupération. Donc, ceux qui savent pas, quand tu crées, si tu as un Ledger ou un MetaMask, donc c'est un truc en ligne qui est totalement décentralisé. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as une phrase de 12 mots. Si tu la perds, bah, tu es dans la merde, tu n'as plus accès à ton portefeuille, etc. Enfin, soit. Du coup, il met ces 12 mots. Il faut jamais dire forcément les 12 mots. Donc, je sais que c'est une arnaque. Soit il est complètement con, ou soit c'est une arnaque. Et l'arnaque, c'est que tu vas aller regarder son portefeuille, tu vois qu'il y a des USDC ou USDT. Il y en a plein, il y a peut-être 400 euros. Mais il n'y a aucune crypto-monnaie pour payer les gas fees. Donc, c'est des frais pour valider la transaction. Donc, forcément, c'est toi qui dois aller acheter une petite partie des frais en crypto pour faire la transaction et le mettre dans ton portefeuille. Et quand tu achètes la crypto-monnaie, hop, instantanément, elle part dans le portefeuille du scammer. Mm. Du coup, il y a énormément de gens qui se sont fait arnaquer là-dessus. Et j'ai vu la vidéo de Asher. Je sais pas si tu connais Asher. Oui, bien sûr. Bah voilà. Et il a fait la vidéo là-dessus parce que je savais pas comment ça fonctionnait. Je me suis dit, mais comment ça. Le gars, il nous donne accès à son portefeuille. Du coup, comment on fait? Et je savais pas que il fallait acheter des crypto-monnaies pour payer les gas fees. Et, donc voilà, énormément de gens se font scam 10 euros. Juste pour payer 5, 10 euros. En fait, moi, mon problème, c'est que t'as des gens qui y vont, en fait. Mhm. Moi, c'est pour ça que je casse les pieds avec mes disclaimers. Il y a des gens, ils voient, je suis machin, je suis perdu, bazar, Ouais. mes 12 mots.
Et il y a plein de gens qui sont sûrement assez jeunes, parce que l'univers des cryptos, tu vises pas les seniors, quoi. Donc tu vises des jeunes qui sont, je pense, un peu plus alertes aux scams, aux arnaques, etc. Tu vois. Et en fait, ils voient ça, on te donne les 12 mots, tu viens de l'expliquer, ça n'a aucun sens. Et il y a des gens, ils y vont. Ouais, vraiment. Ils y vont. Mais tu vois, je comprends pas en fait qui fait ça. Tu vois. Bah, Je vois. Et c'est les ça qui plus me. jeunes, Non, mais ici, j'ai vraiment peur, ça me met vraiment en panique, tu vois. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, je suis casse-pied avec mes disclaimers, c'est parce qu'il y a vraiment des gens, vous réfléchissez, mais il y a des gens, tu te dis, mais enfin, Ouais, comment ils y vont, quoi. c'est Surtout que vraiment si tu gros. consommes du contenu régulièrement, ce que tu expliques, il est sur toutes les vidéos de finance. Ouais. L'histoire des 12 mots, là, Oui. il est partout. Moi, j'en ai tous les jours sur mes vidéos, Ah bah, alors que c'est voilà. une petite chaîne, il est partout. Tu vois. Donc, il y a un moment, si tu consommes du contenu, tu le vois tout le temps, et tu comprends que voilà. Et puis il y a des gens qui commentent en disant ouais c'est des arnaques, n'y allez pas. Donc voilà, si t'es un peu dans le milieu. Et en fait c'est des gens, j'ai l'impression, qui sont pas du tout dans le milieu. Ils se sont dit je vais m'intéresser aux crypto et ils voient ça, ils disent oh opportunité, j'y vais ou je vais l'aider et ils se font avoir, tu vois. Mais Ouais. c'est là l'erreur de base, c'est qu'ils y vont sans savoir quoi. Ben, en vrai, ils perdent forcément un peu d'argent vu que c'est 5 euros ou quoi. Et c'est bien fait pour eux, ça leur servira de leçon, tu vois. C'est pas encore un gros scam de fou. Mais forcément, le scammer, il se met bien. C'est 5 euros par là, 5 euros par-ci, hop, et il y a les gens, et c'est des bots qu'ils envoient sur des chaînes. En plus, on traitait pas du tout de sujet de finance parce que c'est la première fois qu'on parle de sujets comme ça avec toi. C'était avec l'épisode du MoMA. Ouais, c'est ça. Donc, Bah, 5 euros, c'est rien. Dans certains pays, 5 euros, c'est incroyable déjà, hein. ouais, mais on parle, oui, bien sûr. Mais genre, dans Après, le on reste en sens, Belgique. tu te dis que dans certains pays, le salaire mensuel est de 50 euros. Donc, eux, imagine s'ils se font 500 euros toutes les semaines déjà. C'est un truc de fou, hein. Mhm. Non non ça va vite. Hein. Tu sais, eux ils se disent c'est le plus intéressant quoi. Ouais. Je vais vous parler de l'investissement en bourse en Belgique, sauf si vous avez d'autres questions avant. Non, Non. vas-y, tu peux. On voulait écouter ça, justement. Eh bien, j'ai prévu une. Encore une fois, aucun conseil d'investissement. Mais j'avais prévu une. Enfin, j'ai pas prévu, j'ai créé ça petit à petit, une structure qui me semble plutôt optimisée pour des Ok. jeunes ou même des moins jeunes, quelqu'un qui veut se lancer. Et un process, tu vois, principalement en Belgique. L'idée, pour moi, si t'es jeune, ben, c'est de entre 18 et 27-28 ans, entre le moment, c'est souvent là, je parle en général, hein, mais à ce moment-là, il faut coffrer. Il faut mettre tes 1000 euros de côté par mois. Et si tu es étudiant, tu n'as pas d'excuse. Parce que si tu bosses bien à l'école, je pense que tu es capable de faire du job étudiant. Derrière, une fois que j'ai fait ça, ben, j'arrive au moment où je suis plus âgé, je veux faire mon plan, maison, machin, ce que tu veux, et je peux commencer à me stabiliser, à acheter ma maison. Moi, j'aurais dû investir un peu plus avant. Si on se sent capable, si on se sent assez formé, je pense qu'on peut déjà investir plus tôt. Par exemple, des petites sommes, 100 euros par mois, en se disant, il y a une grosse partie que j'ai envie de sécuriser pour mes projets, ma vie, et il y a une partie que je vais commencer à mettre déjà pour investir très jeune, pour comprendre le monde, parce qu'aussi, il faut vivre des crises, il faut vivre des marchés haussiers, il faut vivre des marchés baissiers pour comprendre l'investissement. Donc, je trouve que c'est pas mal de commencer mais avec un portefeuille où il y a 1000 euros, 2000 euros dessus, c'est rien, c'est pas grave. Mais tu apprends, puisque la bourse est question de pourcentage. Si tu arrives à faire 10% de gain sur 1000 euros, ben, tu as fait 100 euros. Tu te dis, ouais, super, c'est nul la bourse. Si tu as 100 000 quand tu seras plus âgé et que tu fais 10%, tu fais 10 000 sur l'année. Le mec qui a 10 millions, il fait 10%, il fait 1 million sur l'année. Donc en fait, tout est question de pourcentage. Ça, vous l'avez compris. Bref, donc je suis jeune, je dois coffrer au maximum, arranger mes projets et constituer ce qu'on appelle une épargne de sécurité. Ça, c'est même si on est plus âgé, si on a 30, 40, 50 ans. Épargne de sécurité, tu as dit que tu ne savais pas ce que c'était. Ça veut dire qu'on doit se protéger. Tu dois avoir assez d'argent pour ne pas tomber dans le pire piège que j'ai expliqué au début de la vidéo, qui est... De... Je suis prof, hein, je fais des interros. Ouais, de Ouais. perdre ce que t'as mis, quoi. Et que après tu te retrouves sans rien. Ah ouais, non, mais le pire, oui, ok, je comprends. Que tu vendes en perte. Très bien. Bravo, Mathéo. Merci. Donc, c'est de devoir retirer son argent au pire moment à cause d'un besoin financier. Donc, j'ai ma voiture qui pète, j'ai mon argent en bourse, je suis obligé de le retirer maintenant, alors qu'aujourd'hui, c'est une crise, on est vraiment dans un marché très baissier. Je suis obligé de le retirer. Je sais que c'est une mauvaise idée, mais je dois le faire parce que j'ai besoin de cet argent. Ça, c'est la pire chose. En En tout plus, cas, tu perds tous tes intérêts composés. tu perds tout. C'est con. Tu perds tout. Tu vois, mais c'est parce que tu as fait un mauvais calcul et que cet argent n'avait rien à faire là. Mhm. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc, épargne de sécurité, généralement, on parle de 6 mois de salaire, 6 mois de dépenses. Pour quelqu'un qui est stable, comme moi, qui a déjà sa maison, tout va bien, tout roule, les enfants, machin, la voiture, la situation est stable. Pour vous qui êtes plus jeune, c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment anticiper les projets futurs, mariage, maison, enfants, voyage de noces, tout ça.
Vous allez vraiment vous marier du coup à la fin. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein, je ne suis pas en train de mener un combat ici. Mais en gros, pour tes projets, tu te dis, il me faut ces sous de côté. Donc, tu dois vraiment calculer. Moi, ce que je calcule ici, c'est que par exemple, je veux refaire ma terrasse. Ça va coûter, j'invente, je n'ai pas regardé, mais 5 000 euros, 6 000 euros. Et bien, il me faut ces 6 000 euros d'ici un an, par exemple, l'été prochain. Donc ça, j'ai un petit Excel, je sais qu'il me faut ça. C'est des gros projets. J'ai envie de changer de voiture dans 2 ans, par exemple. Donc, je sais que dans 2 ans, je vais revendre ma voiture, mais il me faudra un petit capital en plus pour pouvoir acquérir cette voiture. Donc, mes projets, il faut les prendre en compte. Et au plus de ça, il me faut une épargne de sécurité d'au moins 6 mois de salaire. Par exemple, tu as 6 mois de dépenses plutôt. Donc, moi, je dépense à peu près 2 000 euros par mois. C'est beaucoup, mais c'est pour tout. Hein. Pour les voitures, l'assurance, la maison, les enfants, le compte commun, l'épargne commune avec mon épouse. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Donc, quand j'ai dépensé ça, j'ai plus rien derrière, tu vois. Mais bref, donc je mets ça. Et donc, il me faut 2000 fois 6, à peu près 10 000 euros d'épargne pour être bien, de précaution, dans ma situation personnelle. D'autres personnes, ce sera un peu moins, d'autres personnes, ce sera beaucoup plus. Il faut aussi penser qu'on est en couple. Moi, je suis marié, donc ma femme, elle a aussi son épargne de précaution. Est-ce qu'on a besoin d'avoir chacun 10-12 000, ça fait plus de 20 000 euros, disponibles à tout moment? J'en discutais avec elle. Je dis, chérie, est-ce que tu penses que ici, je sais pas, la tondeuse pète, ça coûte 500 euros, est-ce qu'on a besoin de 20 000? La voiture pète, si c'est vraiment la galère, tu peux acheter une vieille bagnole à 2 000, 3 000 euros. Bien, ça existe. Oui, bien c'est sûr. pourri. Mais on se débrouille. On se débrouille. Donc, est-ce qu'on a besoin de 20 000 là tout de suite? Ou est-ce qu'on ne peut pas se permettre de mettre 6-7 000 chacun? Ça fait 14-15 000. Est-ce qu'on n'est pas large comme ça? Avec ces 5 000 là qui ne servent à rien, on peut les investir. Donc, pour moi, c'est étape 1. Je mets de côté, je stabilise ma situation. Ensuite, je fais une épargne de précaution. Donc là, pour l'instant, on n'est que sur de l'économie, sur de la gestion de budget et sur de l'épargne. Et une fois que je suis là, je peux investir le surplus. Où je dis, bah tiens, je viens de le dire, que j'ai 15 000 sur mon épargne de précaution, ou 20 ou 30 000, bah les 15 000 en plus, ils ne servent à rien. Ils vont rester là pendant 10 ans. Tu vois, je sais que j'aurai des frais quand j'aurai mes enfants qui ont 20 ans, mais pour l'instant, ça va. Donc ces 15 000, bah, je vais les investir en bourse. Parce que je sais que je peux me le permettre et que si je ne dois pas les retirer, c'est vraiment 2040, 2045, on verra. Ouais, tu as une stratégie à long terme. Donc, si ça ne marche pas, ben, c'est pas grave, j'attends. Tu vois, donc j'ai des plans, j'ai des stratégies et tout ça. Et moi, ce que je dirais aux gens, je leur ai dire ce que je conseillerais, mais je ne conseille rien. Ce que je dirais aux gens, c'est voilà, je commence avec 100 euros, je choisis une plateforme. Ça, c'est très difficile, choisir sa plateforme, en général, parce qu'il y a 2 choix, surtout en Belgique. En Belgique, tu as les plateformes en ligne, d'accord, qui généralement ne s'occupent pas trop des Belges. Pourquoi? Parce que les Belges, c'est un tout petit marché, d'accord. C'est normal, c'est normal. Tu as la France, ils sont combien? 80 millions? Non. C'est 62. C'est les Allemands qui sont 70 80, millions. non? Ouais, c'est ça. Tu as les marchés en Allemagne où ils sont 80 millions. En France, combien tu dis? 60? Presque 70, ouais. 70 millions. En Belgique, on est quoi? 10, 11 millions? Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est logique d'un point de vue business qu'on passe les derniers. Et donc, les courtiers en ligne ne s'occupent pas de nous déclarer nos comptes, de s'occuper des taxes belges. On va en parler dans un instant. En Belgique, si tu ouvres un compte étranger en France, en Lituanie, en Espagne, il faut le déclarer à l'administration belge. C'est obligatoire. La Belgique doit savoir que tu as un compte. Il y a aussi un autre problème, c'est en matière de succession. Imagine, tu meurs. Ben, la Belgique, elle ne sait pas que tu as un compte sur un courtier en ligne en Allemagne ou quoi, etc., Trade Republic et compagnie. Normalement, les pays européens, quand même. Ils se communiquent entre eux. Mais dans un premier temps, je viens de dire que l'investissement, c'était un peu pas très répandu en Belgique. Si ta famille n'en sait rien et que toi, tu décèdes et que ta femme ne sait même pas ça, et qu'après, bon, on ne sait pas que tu avais ça. Parce qu'il y a, moi, je parle ici des comptes connus, mais il y a aussi des plateformes BRICS, etc. Là, je ne sais pas si vous voyez. Et il y a plein de plateformes en ligne là, qui sont à Chypre et tout ça, et dans d'autres pays. Là, je ne suis pas certain qu'instantanément, ils vont appeler « Ah, la Belgique, il est mort. Ok, ben oui, on vous envoie de fin. » Ça fait un peu peur. Donc, il vaut mieux déclarer son compte, et puis de toute façon, c'est obligatoire, au PCC de la BNB, la Banque nationale belge, le point de contact. Donc ça, c'est une obligation dès que tu as un compte étranger. Si tu choisis une plateforme étrangère, si tu prends une plateforme belge ou qui a un IBAN belge, il ne faut pas le faire. Ensuite, il y a la fameuse TOB, on en a parlé au début, taxe sur les opérations boursières. Il y a plein de gens, ils investissent à l'étranger, ils ne savent pas qu'il faut la payer. Mais ce qui compte, c'est ta résidence fiscale. Tu es belge, tu dois payer taxe belge. Ensuite, il y a la taxe Renders. Ça vous parle? J'ai déjà entendu, ouais, mais je ne sais plus te dire c'est quoi. Eh bien, c'est une taxe sur les produits qui investissent dans plus de 10% de produits de taux. Donc, typiquement des ETF, des fonds qui investissent dans plus de 10% d'obligations.
Ok. D'accord? Des produits qui produisent des intérêts. Mhm. Ça va? Et là, tu vas être taxé sur la plus-value. Alors que sur un ETF classique, généralement, non. Ah, c'est ça la taxe sur la plus-value, c'est la taxe Renders? Non. Ah, ok. C'est une taxe sur la plus-value sur les fonds investissant dans des produits de taux type obligations, productives d'intérêt, etc. Ok. Pour pas rentrer dans les détails. Donc, c'est une taxe qui existe déjà depuis très longtemps Mhm. et qui taxe ces fonds-là. Donc, ils ont voulu viser ça à un moment et ça va taxer la plus-value sur ces fonds-là. Alors que si tu as un ETF classique, tu n'as pas de plus-value, de taxe sur la plus-value, en tout cas si tu as investi à long terme. Si tu fais de l'achat-revente, là oui, on va te tomber dessus. Mais si tu achètes un ETF et que tu le vends dans 3 ans, on te laisse tranquille. Ça, c'était la règle avant. Ici, pour 2026, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des nouvelles réglementations qui vont entrer. Normalement, une taxe sur la plus-value, tout va encore changer. Ouais. C'est pour ça aussi, l'histoire des pas de conseil, c'est parce que les gens doivent devenir autonomes et se dire, ben voilà, je sais comment ça marche la bourse, et donc je suis capable de suivre un peu l'actualité, de faire mes propres recherches, et de comprendre que la vidéo là que j'ai vue il y a un an, ben aujourd'hui elle est peut-être plus valable, et qu'il y a de nouvelles législations, de nouvelles choses. Mais bref, tu as cette taxe Renders qui n'est pas... c'est pas parce qu'un produit est taxé qu'il ne faut pas le prendre. Tu vois, peut-être qu'il est bien, peut-être que dans ta stratégie, il est bien. Tu vois, les taxes, c'est un critère parmi tant d'autres. Mais mon problème, c'est que si tu le prends et que tu déclares rien, on va te tomber dessus, puisque chaque contribuable est responsable de sa déclaration fiscale. Donc s'il y a un problème, c'est ta faute. Et tu peux pas dire, oh, je le savais pas. Ça marche pas comme excuse, tu vois. Surtout qu'il y a énormément de personnes qui font des vidéos sur TikTok en disant ah, j'ai juste mis 80 € et maintenant je dois payer une amende de 5000 € parce que j'ai pas déclaré et tout. Souvent, c'est 1500 ici en Belgique, ça va jusqu'à ça, etc. Après, je pense qu'ils sont assez conciliants, etc., puisqu'il y a zéro éducation et communication à ce niveau-là. Tu vois, à part moi qui essaie de faire un petit travail et quelques autres aussi hein, qui sont sur YouTube maintenant. Mais derrière, ça, c'est certain c'est souvent un manquement, c'est pas méchant. En fait, les gens ils se disent pas je vais frauder. Mhm. Tu vois, en plus, comme tu dis, ils parlent ils investissent 80 €, ils doivent quoi 2,50 € à l'État. Tu vois. Ouais, ça Donc dépend. si c'est des petits trucs ainsi, c'est pas la fin du monde. Et généralement, ben, on va te remonter un peu les bretelles, tout ça. Ici, ça avance. Hein, ils sont en train, sur Wikifin, etc., de lancer des plateformes et des systèmes de déclaration et tout. Donc, ben, tout est au ralenti. L'administration, toujours, elle arrive avec 10 ans de retard. Hein. Ils répondent à des questions qu'on avait il y a 10 ans. Maintenant, il y a 5 ans. Mais ils y arrivent, ils arrivent. Ouais. Et petit à petit, ça va s'uniformiser. Je ferai des tutos, ne vous inquiétez pas là-dessus. Rapidement. Qu'est-ce que tu as encore à savoir en Belgique? C'est le précompte mobilier, c'est les taxes sur les dividendes, 30%. Donc les fameux dividendes, ce sont des revenus que les actions te versent. Ça veut dire que tu achètes une action Microsoft et il va te verser, par exemple, pour 200 €, 1 € par an, tu vois, ou par trimestre ou quoi, de revenus pour te récompenser d'être actionnaire. À quoi ça sert? Ça sert à toucher des revenus sans avoir besoin de vendre ton action. Tu vois? Donc pour moi et pour vous, avec des petits budgets, si je touche 40 € de dividendes, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Donc moi, je les laisse se capitaliser automatiquement. Ils se réinvestissent, tu parlais d'intérêt composé, ça participe à ça. Par contre, il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que nous, et quand tu as plusieurs centaines de milliers d'euros ou millions d'euros, ben, du coup, les dividendes, ça commence à rapporter sévère. Et tu te dis, ben, en fait, je ne dois pas vendre mes actions. Ici, la bourse diminue, ben, je touche moins de dividendes, mais j'ai toujours la même quantité d'actions. Je ne dois pas les vendre. Je garde mes placements, surtout quand on a des actions aussi familiales ou des trucs ainsi dans le business. Et on se dit, ben, je peux les garder, mais toucher des revenus. Tu vois. Donc les dividendes, il y a tout un plan là-dessus. Moi, mon plan, si vous voulez le savoir, c'est que j'essaye ici de mettre un maximum en bourse et j'aimerais bien ensuite toucher des dividendes quand j'aurai 40, 50 ans, réduire mon temps de travail et combler avec un revenu passif de dividendes, etc. Ça, c'est un plan que beaucoup de personnes ont. Mais dans un premier temps, je vois pas trop pourquoi toucher des dividendes, des si petits montants. Bah ouais. Surtout que si on reçoit des dividendes, bah faut payer des taxes, mais il y a une exonération à partir d'un certain montant si on ne dépasse pas C'est les ça. dividendes, mais je sais plus c'est combien le montant. En Belgique, dans mon souvenir, c'était 833 € pour 2024, je pense. Ça monte chaque année, c'est indexé. D'accord. Donc, encore une fois, tu vois, c'est pour ça que je dis toujours pas de conseils, c'est parce qu'il faut aller vérifier des infos. Ici, je dis comme ça 833, mais c'est peut-être 848, tu vois, enfin bref. Et ce sont les dividendes de société. Donc ça, j'étais un peu frustré, ça ne marche pas pour les ETF. Ah ouais. Donc si tu prends des ETF, des fonds distribués, qui te distribuent les dividendes, ça ne marche pas. Ok. C'est uniquement les dividendes d'actions. Ok, je En sais tout pas. cas, dans la législation actuelle. Encore une Ouais, fois, ça peut ouais. évoluer. Il faut se tenir au courant. Il faut s'abonner à GoTeco et suivre ce qui se passe. Bah, bien Mais sûr. globalement, il faut suivre ça. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut être autonome et savoir un peu ce qui se passe. Ou alors, il faut se dire, moi, l'investissement en bourse, je le fais parce que j'ai envie, mais je ne m'intéresse pas tant que ça. Mhm. Et on prend quelques ETF et on se dit, ben voilà, je mets là-dessus un peu tous les mois avec la pratique bien connue du DCA.
dollar cost average, ça veut dire que tu vas investir tous les mois ou toutes les semaines ou à intervalles réguliers, plus ou moins quelles que soient les conditions. D'accord? En te disant, ben voilà, je ne me prends pas trop la tête, j'automatise mon investissement et sur 5 ans, sur 10 ans, il y a des moments où j'achète cher, il y a des moments où j'achète pas cher. Donc, au final, ça fait un prix moyen correct et c'est intéressant. Ce n'est pas une stratégie magique qui fait gagner le plus d'argent. Hein. C'est plus intéressant d'acheter en bas et de vendre en haut, on est d'accord. Mais si tu te dis, voilà, moi, je ne suis pas très doué là-dedans, le DCA, c'est une pratique qui est assez courante, qui est assez connue, qui est intéressante. Et puis même, quand tu commences un DCA, tu n'es pas obligé de faire ça toute ta vie. Tu peux évoluer si tu t'intéresses plus. Mais c'est pas mal pour les gens qui disent, moi, je m'en fous, j'investis automatiquement. Et je sais que des fois, des fois, je sais que c'est pas ouf. Des fois, je sais que c'est bien. En fait, c'est... ça va lisser au fur voilà. et à mesure. Tu vois, donc ça dépend à quel point tu es passionné. C'est vraiment, il faut mettre le curseur là-dessus aussi. Et il faut assumer ses choix. Il faut se dire, OK, moi, je suis pas passionné, j'ai fait ça de manière assez sécurisée, simple. Je sais ce que je fais, mais je suis pas tous les jours dessus. Et tu peux pas espérer le rendement de quelqu'un qui est tout le temps dessus. Sachant que les gens, les traders, on le sait, 90% ne sont pas rentables. Ouais. Vous avez peut-être entendu cette statistique qui est faussée, parce que dans les 90%, il y a 80, enfin les 3/4, c'est des gens, ils ont testé le trading pendant 3 mois, ils touchent rien, ils ont rejoint un canal Telegram, enfin tu vois. Oui. Donc cette stat, je pense qu'elle est quand même aussi faussée. Mais les gens aiment bien la mettre en avant. 9 personnes sur 10 qui font du trading ne sont pas rentables parce que voilà, c'est un métier en fait à la base. Hein. Oui, si tu fais ça 1 heure par jour, non. C'est comme si tu veux être gamer pro et que tu fais ça 1 heure par jour. Non, ils font ça toute la journée. Bref, donc j'ai parlé de la TOB, j'ai parlé de la tax renders, j'ai parlé du précompte mobilier sur tes dividendes. Il faut parler aussi de la taxe compte titre. Ça, il y a un vrai débat là-dessus. C'est une taxe que tu payes sur ton compte titre. Donc ta plateforme, tu as un compte titre et tu as des taxes dessus. Ah oui, si tu prends par exemple Trade Republic, si tu laisses ton argent, c'est ça? Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Les frais d'inactivité ou les frais de gestion. Ouais. Donc il y a certains courtiers qui facturent des frais simplement pour l'argent qui est dessus. Parce que tu as touché un rendement de ou que tu touches des rendements ou pour un service. Parce qu'ils te rendent un service, ils s'occupent de tout pour toi. Le courtier, la plateforme, elle fait l'intermédiaire entre toi et la bourse et il s'occupe de tout. Donc tu lui déposes 100 € sur la plateforme, tu lui dis je veux acheter 100 € d'Apple, lui, il va pour toi acheter 100 € d'Apple, tu passes un ordre, on dit un ordre de bourse, tu lui dis je veux 100 € d'Apple, il va acheter 100 € et ça s'affiche dessus que tu as tes 100 € qui t'appartiennent indirectement en fait. Ça va? Et lui ne prend pas trop de risques puisque il déplace juste l'argent d'un endroit à l'autre. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'il y a des courtiers étrangers souvent qui font du prêt de titre, donc ils prennent tes actions, ils les prêtent à d'autres personnes pour générer du rendement, ce qui peut être cool mais qui en même temps crée un risque de solvabilité puisque si on ne le rembourse pas, qu'est-ce qui se passe? Il y en a aussi qui font du fractionnement. Par exemple, LVMH, vous connaissez? C'est 500, 600, des fois c'est 700 € l'action. Il y a des gens, genre vous êtes jeune, vous dites j'ai pas envie de mettre 700 balles dans une action d'un coup. Tu vois, j'ai envie d'acheter plusieurs trucs. Et donc tu vas avoir des plateformes belges, c'est très rare, mais des plateformes étrangères qui, elles, on reparlera de la taxe compte titre après, hein. Il y a des plateformes étrangères qui, elles, permettent de fractionner, de dire ton LVMH, c'est pas grave, prends 100 € d'LVMH, je m'occupe du reste. Mais là aussi, ça pose une petite question, ils sont où les 600 € restants? LVMH, c'est 700. Tu me dis que je peux en acheter 100 €, ils sont où les autres? Tu les verses à d'autres personnes, je suppose, ou tu les gardes. Ouais. Et donc, tu n'es plus simplement un intermédiaire, tu prends un peu parti, tu vois. Donc, ils gèrent tout ça, ils ont des fonds, etc. Mais ça devient un peu plus complexe. Et de manière contradictoire, les débutants vont vers les plateformes populaires en ligne, qui sont justement des plateformes qui ne s'occupent pas des taxes pour toi, qui ont des pratiques parfois douteuses, etc. et qui sont plus complexes à comprendre. Alors que justement, tes débutants, tu devrais aller vers un bon vieux truc à papa là, en Belgique, dans une banque belge, qui, lui, s'occupe de tout pour toi. Mais vous l'avez compris, qu'ils prennent beaucoup plus de frais. Ouais. Oui. Et c'est pas mal plus. Hein. Oui. On parle de plateformes qui te prennent 10 €, 15 € sur une transaction, là où d'autres plateformes te prennent 1 €. Après, moi, je ne suis pas contre les plateformes belges, parce que si tu investis de manière raisonnée et que tu investis 500 € par mois et que tu as un ETF, tu paies une fois 5 € de frais à la place de 1 €. Oui, c'est sûr. Sur le long terme, ça change pas. Ça change pas grand-chose. Parce que c'est quoi? C'est un café en plus ou en moins. Tu vois, sur un budget mensuel d'un père de famille, tes 5 €, je peux te garantir que tu les as mis ailleurs. Hein. C'est pas ça le problème. Donc, finalement, moi, ça me fait pas mal de payer 5 €, 10 € même de frais en plus sur quelques gros ordres. Là où ça me pose problème, c'est pour un petit investisseur qui a 300 € de budget, qui veut mettre 3 virements de 100 € et qui va 3 fois payer 10 ou 15 € de frais. Là, par contre, non, c'est inadmissible. Tu ne peux pas payer 45 € de frais sur 300 €. Là, non. Donc, il y a une réflexion à ça.
D'un autre côté, un courtier belge s'occupe de tout, même si la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des produits très peu complexes, comme un ETF classique, recapitalisant, ça veut dire qu'il va remettre les dividendes à réinjecter, donc il n'y a pas d'histoire de taxation, double imposition, machin, non. C'est recapitalisé, donc tu ne touches pas tes dividendes, tu ne payes pas d'impôt dessus, tu les as jamais touchés. Et derrière cet ETF, tu le gardes pendant 10 ans, ben pendant 10 ans, il ne se passe rien. Tu l'as jamais vendu, tu n'as jamais eu de plus-value. Donc on verra dans 10 ans, j'ai envie de dire, tu vois. Donc ça, c'est encore autre chose aussi. Pour reparler de cette taxe compte titre, parce que c'est important, c'est une taxe qui touche les comptes titres de plus de 1 million d'euros. Un compte titre, c'est ton compte en bourse, où tu mets ton argent pour acheter des actions. C'est comme un portefeuille PlayStation. Tu mets 100 euros dessus avec une carte PlayStation, et après tu peux acheter 100 euros de jeu. Si tu veux acheter 120 euros de jeu, ça marche pas. Là, c'est pareil. Tu mets 100 euros sur l'application, tu peux acheter 100 euros d'actions. Ça va? Cette plateforme, ce courtier, si tu as un compte titre, et là, c'est la somme des comptes titres, qui dépasse 1 million d'euros en Belgique, tu payes une taxe sur la valeur de ton argent. C'est une sorte d'impôt sur la fortune, si tu veux. Tu vas me dire, ouais, de quoi tu me parles? 1 million d'euros. Oui, c'est vrai, mais 1 million d'euros, aujourd'hui, ce montant n'est pas indexé pour l'instant. Ça veut dire que ça restera dans 10 ans 1 million. Tu vois? Et si tu investis, fais des calculs sur Internet et des calculatrices d'intérêt composé, là, et tu mets 300, 400, 500 euros dessus tous les mois, d'accord? Et plus le temps va passer, plus tu vas gagner plus. Plus il va y avoir de l'inflation et le salaire va augmenter. Quand j'avais votre âge, un bon salaire, c'était 2000. Tu avais 2000, c'était le Graal, tu avais réussi ta vie. Aujourd'hui, si je vous dis tu gagnes 2000, je dis bah ouais, c'est bien, mais maintenant, c'est quoi quelqu'un qui gagne bien sa vie? Bah, 2500. Un bon 2500, je Ouais, pense. c'est ça. 2000, ça va, mais t'es Minimum. pas confortable, quoi, je pense. Si? Bah, il y a moyen, mais tu peux pas tout faire. En tout cas, quand moi j'avais votre âge, tu me disais tu gagnes 2000, t'étais bien. C'était vraiment bien, c'était un bon salaire. Aujourd'hui, je sais que ça va, quoi. Tu vois, que le bon salaire, c'est plutôt dans la tranche 2500, 3000. Et qu'avant, c'était la tranche 2000, 2500. Donc cette tranche a déjà monté de 500 euros, tu vois, ici, en moins d'une décennie. Bref, donc, cette taxe de compte titre de 0,15% sur la valeur totale de ton compte titre de plus de 1 million d'euros. Et l'idée, c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ce sera plus facile d'atteindre ce million. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que le salaire de base, ce sera plus 2000, 2500, ce sera 3000, 3500, 4000. On n'aura peut-être pas plus de pouvoir d'achat, mais d'un point de vue argent, d'un point de vue chiffre, les montants seront plus gros et on arrivera plus vite à ce 1 million d'euros qui, pour l'instant, ne touche pas grand monde en Belgique, mais qui va ensuite, je pense, toucher plus de monde. Enfin, je rentre dans des débats peut-être un peu compliqués. Vous comprenez ce qui ne vous intéresse pas. Non, t'inquiète. Mais ces taxes compte titre, j'en ai parlé avec des amis, c'est un débat que je trouve important. Et un peu pervers sur le long terme, tu vois. Et en 2026, on parle d'une taxe sur la plus-value. Donc, sachant tout ça, je récapitule. Étape 1, j'économise. Étape 2, je choisis mon épargne de précaution en fonction de mes projets futurs. Je vais ensuite pouvoir investir le surplus, donc ce que j'ai en plus, où je sais que je peux m'en passer et je sais que je n'ai pas besoin de le retirer, même si ça se casse la figure et que je dois attendre 5 ans, 10 ans avant de retirer cet argent, c'est possible. J'investis, soit en DCA tous les mois, soit à certains moments, parce qu'il faut se former, évidemment, pour savoir ce qu'on fait, et j'investis uniquement le surplus. Derrière, je m'intéresse à la fiscalité, je réfléchis comment ça fonctionne, je m'intéresse aux produits qui m'intéressent, est-ce que je suis plutôt défensif? Je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas avoir des trucs de fou. Est-ce que je suis plutôt neutre entre deux, ou est-ce que je suis plutôt dynamique? Personnellement, je suis dynamique. Même si je suis père de famille, je ne fais pas n'importe quoi. Je prends de l'or, je prends des métaux précieux, je prends des crypto-monnaies, je prends vraiment de tout. Je suis diversifié, l'Europe, l'Asie, tout ça. Mais je suis beaucoup sur les actions et je sais que ici avec Trump, par exemple, j'ai pris un moins 15, moins 20% des fois, ce qui est énorme. Tu vois, si tu as par exemple... En bourse? Oui, hein. Okay. Ah bah ouais, il y a des trucs, j'ai pris des claques, hein. Et... sur certaines actions. Après, sur les ETF, ça a pris moins, mais j'ai des ETF qui ont quand même pris des moins 10 faciles, des moins 15. Hein. Ouais, non, oui, c'est vrai. Tu vois, imagine, tu as un gros portefeuille, j'ai pas ça, mais imagine, je prends des chiffres ronds, tu as 100 000, tu passes peut-être à 80, 85. Tu vois, moins 15 000, tu es là. Faut vivre avec, hein. Ouais, c'est Faut sûr. vivre avec, tu vois. Si c'est toutes tes économies, tu vois, et ton truc, encore une fois, je viens de dire qu'il fallait pas mettre toutes tes économies. On se comprend, mais et si tu es un jeune, un petit jeune, il a 10 000 euros, c'est bien, imagine, tu as un portefeuille de 10 000, tu es content. Et il passe à 7 000. Ça fait peur, tu te dis. Ça fait mal. Ouais. Et c'est à ce moment-là que les gens retirent. Et c'est une très, parce qu'ils veulent pas encaisser plus de pertes. Voilà. Alors que la perte, elle n'est pas concrétisée. Non. Parce que elle n'est pas concrétisée. Ouais, tu n'as pas exécuté l'ordre. Ça dépend ce que tu as pris aussi. Hein. Il y a des pertes. Bon, moi, ils me font rire, les mecs sur TikTok. Ouais, ça descend, c'est le moment d'acheter. Ouais. Mais il y a des trucs, ça ne remonte jamais, hein, les gars. Il y a des trucs.
ça descend pour une bonne raison et il y a un petit nettoyage qui se fait sur les marchés et ça remontera jamais. D'accord? Donc il y a des trucs qui se cassent la figure, faut pas les acheter. On dit en finance, on n'achète pas un couteau qui tombe. Oh, on rattrape pas un couteau qui tombe. Donc tu as le couteau, il tombe, c'est l'image, si tu essaies de le choper, tu peux te couper. Et donc en bourse, c'est pareil, il y a des actions, elles se pèsent la figure, tu te dis, ah, génial, c'est le moment, t'achètes et en fait, ça ne remontera jamais. Tu vois, il y a des mecs qui ont acheté du Nokia, justement, on en parlait il y a 10 ans, en se disant, oh, ou il y a 15 ans, en se disant, c'est le moment. Ben, ça n'a jamais remonté. Hein. Non, Tu vois? c'est sûr. Et les ETF, ça arrive moins, mais ils peuvent se prendre. Il y a des ETF qui sont agressifs et qui peuvent se prendre des énormes claques et mettre 10 ans à reprendre leur place. Hein. Voilà. Ouais, tout dépend de si comment l'ETF est surévalué ou sous-évalué. Encore une fois, bon, ça, il faut le savoir. Il faut se renseigner, regarder des vidéos et s'intéresser sur le sujet. Il y a pas d'avance. Lire aussi, hein. Les vidéos, c'est bien. Mais donc, ça te fait découvrir l'univers. Après, il faut lire les articles, l'actualité, suivre ce qui se passe, faire ses propres recherches. Tu vois des créateurs qui font une vidéo vite fait de 30 secondes, tu critiques ça. Tu dis, ouais, peut-être. Pourquoi? Tu dois rester très sur la défensive vis-à-vis des réseaux. Même si c'est moi, hein, soyez défensif. Même si moi je parle, ben, je le dis tout le temps. Faut pas croire, faut pas boire mes paroles ici. Hein. D'ailleurs, je suis pas du tout expert. Si ça se trouve, tu vas voir l'expert qui va dire, oh non, lui, il dit n'importe quoi. Parce que, en fait, ce qui parle aux gens, j'ai l'impression, c'est que moi, j'ai un point de vue de petit particulier. Petit budget. Je suis pas riche. Et j'essaie de faire mon petit bout de chemin et j'en parle en vidéo. Et c'est ça que je trouve qui parle un peu des fois aux gens. C'est qu'ils se reconnaissent. Contrairement à des mecs qui te montrent des portefeuilles, ils ont 300 000. En fait, on n'a pas la même vision. Ouais, non, tu c'est vois. sûr. Mais bref, et donc quand tu vois ces gars-là, ils te montrent qu'ils ont mis 5000 sur un truc, tu te dis, ah, s'il a mis 5000 dessus, moi aussi. Mais non, parce que lui, il est riche, toi pas, tu vois. Donc c'est très compliqué, il faut faire très gaffe à tout ça, il faut lire des articles, acheter des livres, lire des documentations là-dessus, voir les lois aussi, s'intéresser au texte, travailler avec, pourquoi pas ChatGPT, qui est pas mal aussi. Hein. Tu lui poses des questions, je veux investir en bourse, il va t'expliquer. Attention, il fait plein de conneries. Hein. Par exemple, je lui demande la taxe Renders, il se trompe dans tous les taux, il se trompe sur plein de choses. Hein. Donc faites gaffe, tout ce qui est fiscalité, il se trompe, mais dans les idées générales, il donne une bonne idée, il va te donner un squelette de réflexion. Donc il faut lire, il faut s'informer, il faut bosser là-dessus. Moi, ce qui me motive, c'est de faire des vidéos dessus. Ouais. Donc j'apprends plein de choses puisque je me motive en me disant, bah, je vais en faire une vidéo. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression de soulever des pierres, de découvrir des secrets sur la Belgique en disant, mais pourquoi personne parle de la taxe contre titre? Tu tapais ça sur YouTube, taxe contre titre, ça n'existe pas. Personne n'en parle. Tu vois? Alors que c'est un truc qui nous pend au nez à tous ceux qui veulent investir là, sur 10 ans, 20 ans. Tout le monde, vous allez tomber dessus. Je vous le souhaite en tout cas, d'arriver à 1 million. Du coup, la question que je voulais te poser, c'est le conseil que tu donnerais à un étudiant qui gagne 500 € par mois avec son petit job étudiant. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Comment commencer à investir avec ces 500 € par mois? Bah, très bonne question, c'est une bonne idée. Moi, je l'ai dit, j'ai investi trop tard, je l'ai dit au début. Donc ici, on peut répondre. Pour un jeune, je trouve qu'il faut, étape 1, pas prendre le problème à l'envers. Pense même pas à investir, pense d'abord stabilité, sécurité, objectif, plan d'avenir. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux? Mariage, maison, enfant, faire le tour du monde, vivre seul jusqu'à 40 ans parce que tu as envie de faire une carrière de dingue, tu vois, et tout ça, tu vas aller à Bruxelles ou à Londres, ou j'en sais rien. C'est quoi ton plan? Ça, c'est la première étape. Parce que on investit selon son profil, selon ses objectifs, selon si on veut investir sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pourquoi tu investis? Moi, j'investis surtout pour mes projets futurs et pour mes enfants. J'ai envie que dans 10 ans, je puisse les emmener à Disney, même si Disney, ça devient un truc pour les élites, pour les riches. J'en sais rien. Hein. Mais j'ai envie de pouvoir y aller, moi, tu vois. Si j'ai envie d'aller au resto et que le resto, ça devient dur, on nous parle ici de surconsommation, qu'on ne pourra plus manger de viande plus tard. Enfin, tu vois, t'entends tout plein de débats. Ben, ouais. Oui. Moi, j'ai envie de pouvoir dire, OK, je peux encore maintenir un niveau de vie et donc je veux investir pour moi et pour mes enfants. Toi, tu veux investir, sûrement pas pour tes enfants, je suppose. Donc, il faut te dire, qu'est-ce qui me pousse? Mais peut-être que tu veux investir pour tes enfants en te disant, je vois dans le futur. Donc, pourquoi tu veux investir et quel est ton plan? Quelles vont être tes grosses dépenses? Parce que si tu me dis que tu as 20 ans et que tu veux acheter une maison dans 5 ans, avec ta copine à 25 ans, ben, il faut que dans 5 ans, tu aies l'argent disponible. Si tu as investi en actions et qu'ici, on part sur une période de transition où les actions se cassent la figure pendant 8 ans, c'est possible. Ça s'est passé dans le passé. 10 ans où il ne se passe rien, hein. C'est possible. Tu vois? Donc là, avec le monde qui change, avec l'Inde, la Chine, tout est en train, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Et ça n'a jamais été aussi instable le futur. Franchement, tu ne sais pas te projeter. Moi, je peux
façon, il ne faut pas investir en bourse si tu ne crois pas ça. Mais moi, je suis certain que ça va monter sur 10 ans, sur 20 ans. De toute façon, si tu ne crois pas ça, n'investis pas. Oui, ouais, clairement. D'accord? Et je ne peux pas garantir que ça va se passer. Mais si tu ne crois pas ça, n'investis pas. Donc moi, j'ai la conviction que ça va monter à long terme. De manière générale, les marchés, pas tout, mais voilà. Et donc, je sais que si pendant 10 ans, ça stagne, c'est pas grave. Ou même si pendant 10 ans, ça a un peu baissier et tout ça, et je vais investir à bas prix, et sur 20 ans, 30 ans, je vais repousser mes projets et j'aurai, je pense, de belles choses à faire sur 30 ans. Donc toi, si tu veux investir sur 5 ans, est-ce que c'est pas risqué d'investir en actions et du coup avoir des trucs qui baissent fort et devoir retirer au pire moment, tu vois? Donc c'est vraiment ça. Tu dis, c'est quoi le conseil pour un jeune qui veut investir? Ben, c'est de réfléchir. Est-ce que tu peux te permettre d'investir? Quels sont tes objectifs? Dans quoi tu veux mettre ton argent plus tard? De combien tu as besoin exactement? Moi, j'avais dit à l'époque 50 000 pour un apport pour le genre de maison que je voulais. Aujourd'hui, les maisons, c'est super cher. Ouais, ça va falloir. Courage, hein, les gars. Mhm. C'est aberrant. C'est aberrant. Regarde le marché sur ImoWeb, l'immobilier. Tu dis, ben moi, j'ai envie d'acheter une maison avec ma copine. Combien il me faudrait pour faire un bon apport? Et de là, combien il me faudrait derrière. Et donc, tu fais tes calculs, tu fais un Excel, tu mets tes projets, combien ça coûte. Si tu veux faire le tour du monde, combien ça coûte, etc. N'oublie pas que le moment de ta vie où tu peux économiser, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Donc, tu prends tout ça en compte et de là, tu peux investir le surplus. Tu vois? Mhm. Mais pas l'inverse. Donc, c'est pas comment investir quand je suis jeune, j'investis et puis je verrai, parce que c'est comme ça que tu fais des erreurs. C'est d'abord comment je me stabilise, comment j'assure mon avenir financier, mon avenir personnel, ma vie, et après, comment investir, tu vois. D'autres mecs te diront le contraire de moi. Ils diront, ouais, one life, investis tout ton argent dès que t'es jeune, c'est que comme ça que tu deviendras riche. Il a raison. Si tu mets tout pendant que t'es jeune et que tu mises sur des gros multiples, c'est comme ça que tu deviendras riche. Mais c'est comme ça que tu peux aussi te casser la figure. Et si ton plan et ton bonheur, c'est être un père de famille avec ta femme, tes enfants et faire un barbecue dans le jardin, est-ce que tu as besoin d'être riche? Tu vois, est-ce que tu as besoin de tout mettre maintenant et de tout risquer pour ça, tu vois? C'est une vraie question. Ouais. Moi, je suis plus dans l'optique de si tu peux investir, investis parce que il faut atteindre au moins, au minimum, un rendement qui est l'inflation, tu vois. Ne pas perdre d'argent. Si tu laisses ton argent en banque, bah forcément, tu perds parce qu'il y a l'inflation. Donc, tes 100 euros d'aujourd'hui, c'est pas tes 100 euros de demain, c'est peut-être 99 euros, tu vois. Et ce qui est bien avec des plateformes en ligne, comme tu as dit, avec le fractionné, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter les 700 euros de LVMH, tu peux en acheter 100, ce qui permet aux gens d'investir, parce que c'est un frein aussi, ça. Le fait que tu es obligé de mettre 700 et tu dois claquer 700 pour avoir une action. Donc, au moins essayer d'avoir un rendement sur des ETF ou même des actions qui sont sûres. Moi, je préfère les ETF capitalisants parce que au moins, mes dividendes sont directement redistribués, comme on a parlé. Plus fiscalité aussi. Voilà, T'es exactement. tranquille. Intérêt composé aussi, c'est super important. L'intérêt composé, je vais mettre une image là qui est super connue. Bah, tu fais un exposant en deux exposants, etc. en deux, et tu verras que en 30 jours, tu es millionnaire. Mais bon, ça, c'est utopique. Mais attention que je suis plus dans le truc comme ça, moi. je te coupe, mais les dividendes, c'est pas eux qui font les intérêts composés, hein. Donc les dividendes, si tu as une action à 100 euros et qu'elle prend par exemple 2%, elle vaut 102. Mhm. Eh ben, une action à dividende, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas valoir 102, elle va te verser les 2 euros. Donc elle détache une partie de son bénéfice et elle te le verse au lieu de le réinvestir et de monter, tu vois. Donc en fait, le dividende ne t'enrichit pas réellement, tu vois. Mhm. C'est plutôt l'opportunité de toucher des revenus passifs du capital. Donc quand tu as plus d'argent, tu peux te dire, ben voilà, maintenant je peux toucher 1 000 euros, 2 000 euros de dividendes, je ne dois pas vendre mes actions, je ne dois pas réfléchir, ça tombe tous les mois, tous les 3 mois ou quoi, enfin bref, tous les ans, et derrière je me paye avec les dividendes. Donc c'est très pratique. Ou aussi quand tu veux te payer avec ta propre boîte et que tu te verses des dividendes plutôt que de te payer un salaire. Tu vois, fiscalement, c'est mieux. Mais les intérêts composés, c'est pas tellement ça. C'est en fait, tu as une action qui verse pas de dividendes, ok? Oublie. Elle vaut 100 euros. Et elle prend 10% sur un an. Donc, tu as 110. L'année suivante, elle reprend 10%. Mais elle ne prend pas 10% de 100, elle prend 10% de 110. Et donc, tu ne gagnes pas 10 euros, cette fois-ci, tu gagnes 11. Et l'année suivante, c'est pareil, etc. Tu vois. Donc, en fait, les dividendes, faussement, mais c'est une erreur de penser que c'est ça qui fait les intérêts composés, même si ça y participe, puisque au lieu de les prendre, tu les recapitalises. Donc, bien sûr qu'eux aussi viennent s'ajouter dans ce roulement, mais
tu peux avoir un effet d'intérêt composé sans dividende. Parce qu'il y a des gens avec qui j'ai discuté qui disaient ouais, il faut plein de dividendes, et après je les réinvestis. Bah, en fait, non, pas spécialement. Tu vois, tu dois pas absolument chercher plein de dividendes. Faut pas faire la chasse aux dividendes spécialement, puisque c'est pas forcément eux qui te font tourner les intérêts composés. Quoi. Ça va? Oui, oui. Ouais, Je sais mais- pas si tu avais cette vision. oui, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est parce qu'après, quand tu reçois un dividende de peut-être 5 euros, bah, tu vas remettre 5 euros et tu vas toucher un dividende sur les 5 euros, tu vois ce que je veux dire, que ton investissement de départ. Bah bon, voilà. Mais je t'ai coupé dans ce que je disais, pardon. Non, t'inquiète pas. Je t'ai coupé dans ce que tu disais. Pas de souci. Bah écoute, je sais pas si t'as un autre sujet ou pas. Après, là, il y avait Trump, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, Trump? Qu'est-ce qu'il nous fait avec ses droits de douane? Mais si tu veux un avis sur Trump, moi, je n'aime vraiment pas cette situation parce que il te dit qu'il va y avoir des droits de douane de 25% ici. Ça fait l'effet d'une bombe. Mhm. C'est incroyable. C'est une Les guerre marchés, commerciale. ils ont tous cassé à figure. Guerre commerciale, truc de fou. 2 jours après, suspension pendant 90 jours. Non, mais allez, c'est de la blague. Mhm. Tu vois, c'est vraiment pas sérieux, tu vois. Moi, je voulais faire une vidéo sur le sujet, je l'ai même pas sorti. J'ai pas eu le temps. Donc, c'est ridicule. Il t'explique qu'il y a ça. Moi, j'ai fait une vidéo il y a 2 mois sur un krach boursier, ici en avril. Donc, j'étais assez fier d'avoir un petit peu senti venir, même s'il fallait pas être devin, tout le monde le sentait venir. Et donc j'explique des arguments et des trucs carrés sur l'économie qui font qu'il peut y avoir vraiment un problème actuellement dans l'économie et dans l'investissement et dans la bourse. Mais lui, c'est artificiel tout ce qui se passe en fait. Il met des droits de douane, puis 2 jours après, il les enlève. Mais c'est pas sérieux parce qu'il y a des gens derrière, il y a des pays entiers qui se réorganisent, qui se disent comment est-ce qu'on va faire. Il y a des réunions de crise, etc. Et on se dit, est-ce que ça va se passer ici? Il y a des entreprises qui sont déjà prêtes à licencier parce que machin. Enfin, tu vois, il y a des humains derrière. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il les tient pendant 2 jours. Il fait la news et 2 jours après, il réagit. Parce que je pense qu'il sait qu'il y a des emplois derrière et qu'il y a des entreprises qui doivent réagir directement, tu vois. Bah, c'est Par exemple, surtout- moi, j'avais des gens, ils se sont dit, la guerre commerciale, ça veut dire que les États-Unis ne pourront plus avoir des puces, etc. Ça veut dire que les Mac, les Apple, les téléphones, tout va monter. Et il y a des gens, ils étaient déjà en train d'acheter des téléphones en se disant, les téléphones, les iPhones vont coûter 3 000 euros bientôt parce que tous les matériaux ne viennent pas des États-Unis vient et de donc Chine. ils viennent de Chine et ils vont arriver avec 100% de droits de douane et donc un iPhone va coûter 3 000 euros. Les gens, ils en étaient là, il y a d'hier, hein, Mhm. tu vois. Et aujourd'hui, ah ben non. Je trouve que c'est un petit peu du foutage de tronche et j'aime pas trop ça, tu vois. D'un point de vue marché financier, ben ouais, il y a des chutes et il y en a qui te disent oui, tu peux acheter plus bas, faire des affaires, tout ça. Ça, c'est vrai. Si tu parles d'un point de vue purement business, mais d'un point de vue économique, je suis vraiment pas fan de ça, tu vois. C'est trop d'instabilité et c'est abusé. Ils jouent vraiment avec le monde en fait entier. Mhm. Et au début, c'était presque, tu vois, on en rigolait, mais je trouve que là, la situation est plus très marrante. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, c'est exactement Parce ça. que tu disais, J'allais ouais, qu'est-ce qu'il parler. fait machin. Je comprends Ouais, je mais... comprends le truc. mais c'est une guerre commerciale et c'est une forme de protectionnisme, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il veut faire à part peut-être ralentir l'économie, faire baisser l'inflation, mais il y aura quand même des problèmes dans le pays. Surtout que, comme on vient de dire, enfin, comme tu viens de dire, je voulais parler aussi d'Apple. Je sais pas combien de pourcents de leur production viennent de Chine, mais ça veut dire qu'il y avait quoi? Il y avait 35% de droits de douane en Chine. Donc ça veut dire que bah, les matériaux d'Apple qui vont venir en Chine, bah, il va avoir 35% de droits de douane, mais qui va avoir cette répercussion sur ces droits de douane? Bah, c'est nous. Donc tout va augmenter. Donc est-ce que ça va faire baisser aussi l'inflation, tu vois? Je sais pas. Mais lui, il a réussi son coup. Il voulait foutre le bordel et il a réussi à le faire, tu vois. Ouais, mais pour gagner quoi? Ben, c'est un businessman en fait. Il gère ça en se disant, je les mets. En fait, dans le business, c'est souvent comme ça. Tu vas avoir une négociation avec quelqu'un. Il y a plein de manières de négocier. Et une manière assez connue, c'est la position de force. Tu te mets en position de force et après tu négocies. Et donc, par exemple, je sais pas, moi, je vais vouloir faire une terrasse. D'accord, j'ai un entrepreneur qui va la faire et je négocie un peu le prix avec lui, on se met d'accord. Et puis tu te rends compte que le mec, il a justement pas de chantier à ce moment-là. Parce que tu vas la faire à un moment où c'est la fin ou à autre chose, j'en sais rien. Et ben du coup, le rapport de force, il se change. Puisque je lui dis, voilà, je sais que le mec a aucun chantier, donc je peux un petit peu appuyer et essayer d'un peu négocier. Si inversement, le mec, il est full, il dit non, je peux pas te caser, mec, c'est dans 6 mois, etc. Là, qui est en position de force, c'est lui. Puisque si j'ai pas d'autre choix que lui et qu'il est en position de force, je suis obligé de moi plier. Donc je pense qu'il joue sa business. Il se dit, moi, les États-Unis, j'ai des cartes à jouer, j'ai des cartes en main, pas toutes. Il pense qu'il en a peut-être beaucoup, mais Oui. il n'a pas tout. Mais il se dit, là, ici, il y a un timing où l'Inde et tout ça, la Chine, sont pas encore
aussi puissant qu'il pourrait l'être dans 10 ans, dans 20 ans. Et moi, je suis encore assez fort ici pour faire plier les autres et jouer la supériorité et en position de force, pouvoir ensuite négocier. Il l'a dit dans cette interview, il dit, regardez, tous les pays viennent me demander maintenant des choses et veulent négocier avec moi parce que je leur ai mis l'accord de coup. Le problème, c'est qu'il crée des tensions, il crée de l'incertitude et il y a aussi des pays qui pourraient très bien se dire, ouais, je peux vivre sans lui. Nous, on avait ici la Russie en Europe qui nous fournissait beaucoup de gaz. Et au début, vous ne l'avez peut-être pas senti, mais au début, il y a eu le chauffage, punaise, il y a 2-3 ans. Là, j'avais des factures, mon ami. je rigolais pas, quoi. Et l'Europe a trouvé des manières différentes. Bon, on rentre pas dans les détails, mais les Russes vendaient du gaz à la Chine qui revendait le même gaz à l'Europe. Même. Enfin bref. Mais il y a des solutions qui se créent. En se disant, on va boycotter, on va se débrouiller avec d'autres systèmes. Et on sait débrouiller. Tu vois. Et ici, avec les États-Unis, il faut faire attention parce que les modes, ça change. Tu vois. Je sais pas ce que vous pensez, par exemple, de Tesla et tout ça. Où avant Tesla, c'était trop stylé. Et maintenant, c'est un peu plus mitigé. Ça reste stylé, il n'y a pas de problème. Mais il peut y avoir une marque chinoise qui débarque avec un truc révolutionnaire. Et la nouvelle voiture électrique géniale devient chinoise. Et nous, on se détourne complètement des États-Unis et tout le monde achète chinois. Et au niveau du risque pour les États-Unis, pour moi, c'est que la mentalité des gens évolue, qu'on nous propose d'autres produits s'ils restent avec ses droits de douane et qu'on commence tous à prendre des voitures électriques chinoises. On se dit, Tesla, laisse tomber. En plus, Musk, il a moins la cote ces temps-ci. Il fait beaucoup de conneries. Et donc, les gens, ils partent sur les voitures chinoises. Mais sauf que les Européens, je trouve que les Européens, c'est un paquebot. Oui. Tu vois, il part dans un sens. C'est dur. On parlait d'administration tout à l'heure. C'est très dur, c'est très administratif, c'est très lourd l'Europe. Mais une fois qu'ils sont partis, c'est bulldozer, ça part tout droit, tu vois. Et donc, on a du mal à changer de direction, mais quand on change, on change. Et je trouve qu'on est fidèle aussi, tu vois. Il suffit de voir les marques qu'on a, Volkswagen, etc., Audi, BM et tout. On reste très longtemps sur nos habitudes, on est très fidèle, je trouve. Et donc, Tesla, il y avait des gens qui étaient dessus, mais au moment où ils vont changer de marque, ça va pas être pour 6 mois. Ça va être un tournant, tu vois. Et si on commence à acheter chinois, parce qu'avant, chinois, c'était plus les trucs de base, AliExpress, tout ça, tu vois. Maintenant, si tu commences à prendre des vraies voitures chinoises parce qu'ils font des belles choses en Chine, et qu'on commence à prendre ça et à se rapprocher de la Chine, c'est très dangereux pour les États-Unis, sauf s'ils sont contents de rester entre eux et d'acheter américain, mais ça peut être très dangereux. On peut commencer à prendre des smartphones chinois, des smartphones étrangers, même si pour l'instant, c'est pas encore comparable, mais sur les années, il peut y avoir une transition et ça peut être très dangereux pour eux d'un point de vue porte-monnaie européen, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Eh bien, le podcast se termine ici. On a beaucoup parlé, mais il y avait beaucoup de choses à dire. C'est un domaine qui est très vaste et forcément qui nous touche, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas. Dans tous les cas, c'est l'économie. Et merci d'être venu en tout cas. Avec plaisir, c'était super. C'est la première fois que je tournais dans un vrai studio. Comme je vous l'ai dit, d'habitude, moi je filme avec cet appareil. Ça fonctionne très bien cet appareil. Oui, en fait, quand tu fais du contenu un peu éducatif, t'es pas là pour faire des tutos make-up ou. Voilà. J'ai un copain qui fait des vidéos de moto. Et lui, voilà, il doit filmer en 4K, avoir un truc stylé, tout ça, machin. Ou ici, comme un podcast, c'est quand même beaucoup plus cool quand t'as un studio, tout ça. Tandis que moi, voilà, quand c'est du contenu éducatif, l'important, c'est d'écouter un peu ce qui se raconte, d'avoir un micro correct. Et voilà, être super bien avec un super éclairage, c'est moins important, tu vois. Ouais, non, mais ça fait le taf. Moi, j'aime bien, en tout cas. Je regardais tes vidéos pour la TOB et tout, pour savoir un peu plus, parce que forcément, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de vidéos belges. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ça que j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube, et je me suis dit, vas-y, on peut l'interroger dans le podcast, ça serait trop bien. Écoutez les gars, c'était avec plaisir, c'est super ce que vous faites, franchement. Je vais essayer de vous envoyer un petit peu de soutien. Je partagerai la vidéo, tout ça. Et parce que franchement, vous méritez. J'ai vu un peu, c'est super ce que vous faites. C'est un niveau 10 fois supérieur au mien. Je sais pas. D'un point de vue montage, etc., tout ça, c'est incroyable. Et bonne continuation. Et je reviendrai avec plaisir. Merci. Avec Peggy, tu vois. Meilleure clôture de fin. Merci. Les gars, merci d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve toutes les semaines, comme d'habitude, pour un nouveau podcast. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les gars.